Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et cet été, je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle Les Pillow Talks du sexe. Ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui, dans ce 3e épisode, on se parle des relations. Relations de couple, exclusif ou non, sex-friend, coup d'un soir, polyamour, ouverture de couple et les enfants dans tout ça, et les familles recomposées, tromperie et autres jalousies. C'est maintenant le moment d'éloigner les plus jeunes oreilles car nous allons parler de sexe. C'est parti, bonne écoute. Toujours défini comme libre et j'ai jamais compris pourquoi est-ce que le fait d'aimer quelqu'un, ça autorisait cette personne à avoir un regard sur qui je pouvais aimer d'autres et ce que je pouvais faire avec. Pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi j'arrive pas à, comme tout le monde, qui a l'air de vivre ça de façon géniale et puis toutes ces personnes qui ont une sexualité plaisante et tout ça, alors que moi... En fait, c'est tellement loin de la vie normale des vrais gens. Cette existence-là de la personne avec qui je suis mariée, c'est pas la personne avec qui je vais faire des enfants. Déjà, rien que ça, ça bug. Et en même temps, je voyais qu'il y avait cet idéalisme d'amour universel. On peut aimer les gens et l'amour, ça pourrait être juste un cadeau qu'on donne à quelqu'un. Et ce que je voyais des relations, en fait, c'était pas un cadeau qu'on donne à quelqu'un, mais c'était hop, je m'accroche à quelqu'un, on devient codépendant à deux, on essaye de prendre à l'autre. Si l'autre s'écarte un petit peu, il y a de la jalousie, du déchirant. Pas obligation d'être un martyr. En fait, la relation amoureuse, c'est quelque chose où tu dois souffrir, en fait. Tu dois être en couple, c'est hyper important parce que l'amour, c'est beau, c'est génial, mais tu dois souffrir. Si tu as des désirs pour d'autres personnes, c'est mal. C'est humain, mais c'est mal. Ok, si on souhaite avoir une famille et ces enfants, est-ce qu'ils vont être stables et qui sont les parents et est-ce qu'on vit tous ensemble et est-ce que sinon ils prennent le train enfin voilà. Bienvenue sur ce talk, je suis trop contente évidemment d'être là avec vous. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Et j'ai envie de vous présenter un petit peu l'intention de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui pour que vous sachiez de quoi on va parler. Aujourd'hui, on va parler de relations. Donc, relations au sens large, relations amoureuses, peut-être amicales aussi qui viendront dans la conversation, je ne sais pas. Poly, mono, couple ouvert, sex friend, polyamour, romantisme, coup d'un soir, tromperie, jalousie, amitié câline, voilà, tous ces sujets-là. Et l'intention, c'est vraiment que ce talk s'adresse à des personnes qui potentiellement sont intéressées par ces sujets mais ne connaissent pas. Donc, dans une intention de transmission, de partage d'expérience. Du coup, la première chose que j'ai envie qu'on fasse, si ça vous convient, c'est qu'on fasse un petit tour avec prénom, pronom et un mot que vous évoque le sujet d'aujourd'hui. La première personne qui commence et après on tourne dans le sens trigonométrique, dans ce sens-là. Ok. Donc, qui veut se lance? Méta, elle, liberté. Esther, elle... légitimité. Jules, il, diversité. L'île, il, amour. Will, il, richesse. Carolina, elle et compète. Pas compétition. Compète. Ok, trop cool. Je pense que ça pourrait être cool qu'on commence par juste les uns et les unes après les autres, partager un petit peu notre expérience avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes là, que vous aviez envie de partager sur ce talk-là? Je vais commencer. Heureusement qu'il y a des extravertis, c'est trop bien. Et puis,
Je suis pas seulement extraverti, je suis un peu une pro de ces sujets-là. Très bien. Ça fait Je veux que tu me dises pourquoi, du coup. plusieurs, Des ouais, personnes qui te connaissent pas. ça fait plusieurs années en fait que je propose du contenu médiatique sur le sujet des relations amoureuses et notamment plurielles. Et que c'est un de mes sujets de travail et de réflexion principaux. J'ai fait depuis 2009 à peu près, j'ai commencé à proposer des contenus de blog, puis j'ai participé à des documentaires, et puis enfin voilà, j'ai participé à différentes formes de contenus, mais en fait depuis le début de ma vie amoureuse, moi je suis alors, poli, je l'étais pas, enfin, le mot n'existait pas encore quand j'ai commencé, en tout cas pas dans ma structure, mais libre, ouais. Je me suis toujours défini comme libre et j'ai jamais compris pourquoi est-ce que le fait d'aimer quelqu'un, ça autorisait cette personne à avoir un regard sur qui je pouvais aimer d'autres et ce que je pouvais faire avec. Donc ça, là, bon, je pense que c'est peut-être moi qui n'ai pas la lumière à tous les étages non plus, hein, mais là, il y avait vraiment pour moi un truc qui échappait complètement à ma compréhension, mais y compris intellectuelle, et je ne comprenais pas. Et donc ça m'a donné envie de comprendre, d'analyser culturellement pourquoi est-ce qu'on pouvait donner par son amour autant de pouvoir à quelqu'un sur notre vie. Et comment y échapper en fait, parce que moi c'est un pouvoir qui ne me convenait pas du tout, et donc du coup je me suis appliqué à je me suis appliqué à construire des relations qui avaient tous les avantages de la relation amoureuse traditionnelle, avec l'engagement, avec la projection dans l'avenir, avec la séduction, avec la sexualité, avec tout, sauf le contrôle. Et remplacer le contrôle par la confiance. Et j'ai commencé à avoir une assez chouette vie affective, émotionnelle, sexuelle. Enfin voilà, ça a embelli un peu tous les aspects de ma vie, y compris intellectuelle et professionnelle, puisque j'en ai plus ou moins fait mon métier quand même, de réfléchir là-dessus, de transmettre. De partager mes conclusions. Et ça éclaire la vie d'un jour beaucoup plus brillant et coloré, et plein de surprises, et qui paradoxalement d'ailleurs permet d'accepter beaucoup plus les périodes de calme plat, les périodes sans libido, les périodes de célibat, les périodes de confinement. Le C-word. Mais du coup, on va accueillir en fait chaque moment de la vie, que ce soit la vie extérieure ou notre vie intérieure, comme une étape sur ce chemin, et puis qui peut apporter son lot de surprises, et puis qui est une opportunité de se découvrir autrement. Et voilà, c'est la liberté qui est source de richesse. Trop bien. Pardon, je rigole à cause du C-word. La guette est drôle. C'est confinement, Covid. Oui, non, voilà. Pardon. C'est marrant parce que enfin, tu parles de liberté, et moi c'est vrai que c'est un truc qui est un peu tout le temps régit ma vie en fait, dans mes relations tout simplement avec les gens. J'aime bien que les gens fassent ce qu'ils veulent, et j'aime beaucoup passer du temps avec les gens quand ils ont envie de passer du temps avec moi. C'est un truc un peu simple mais tout bête de se dire bon bah en fait j'invite quelqu'un à passer un moment avec moi, une soirée ou quoi que ce soit, même s'il m'a dit oui avant et que finalement il me dit non parce qu'il a prévu autre chose, bah, c'est un peu dommage pour mon événement ou pour ma soirée, pourtant que j'avais prévu avec cette personne, mais en fait tant mieux si elle a choisi autre chose, c'est certainement que ça lui fait plus plaisir derrière quoi. C'est pas un truc qu'elle me retire à moi. Là je parle de relations amicales ou tout simplement avec des gens, et en fait ça s'est aussi appliqué dans mes relations amoureuses quoi. Moi, je suis en relation. Enfin, j'ai une relation. Alors, je suis polyamoureux et j'ai une relation. J'ai une compagne en fait, une partenaire de vie, celle avec qui j'ai des projets de Sophie, avec qui j'ai des projets de vie sur du très long terme, jusqu'à la mort a priori. Et ça fait 9 ans qu'on est ensemble. On est aujourd'hui polyamoureux avec des relations, avec d'autres relations en parallèle, notamment elle qui a un autre amoureux avec qui elle est en couple depuis 4 ans. Moi, je suis en couple avec elle depuis 9 ans. Et c'est marrant puisqu'en fait, ça
commencer par l'exclusivité, mais l'exclusivité un peu particulière. Le tout début de notre relation, je me souviens que quand on s'est rencontré avec Sophie, l'idée c'était, moi je me souviens que je l'ai rencontrée à une période où je me disais, mais en fait, j'ai l'air trop compliqué pour une relation de couple. Ce que je veux privatiser quelqu'un, puisqu'en fait c'est une sensation que ça me donnait quand on était en relation mono. Privatiser quelqu'un, c'est dire t'as le droit de faire la personne a le droit de faire certains trucs et d'autres non parce qu'elle est avec toi. Ça me parlait pas du tout en fait. Je me dis mais en fait la personne avec qui je suis fait ce qu'elle veut. On partageait un peu ça avec Sophie. Puis on s'est vu quelques fois, puis on s'est mis en couple. Je dis ah bah c'est bon, on est en couple, on est en relation ouverte, on peut aller voir d'autres personnes. Elle me dit alors attends, ça me plaît, on en a parlé, c'est conceptuel, ça a l'air génial, mais je suis pas prête à y aller tout de suite. Viens, on reste un peu tous les deux et puis on voit après. Moi, ce que je lui dis, je dis, en fait, ok, je comprends ton besoin. Soyons clairs, moi, je ne peux pas t'empêcher d'aller voir ailleurs. En fait, c'est complètement à l'opposé de mon mode de fonctionnement. Donc, en fait, si à un moment, tu es en soirée, tu es en train de t'éclater avec tes copines, tu devais avoir 22, 23 ans à l'époque, tu es en train de t'éclater avec tes copines, tu rencontres un mec, tu le chopes, sache qu'il y a aucun souci, quoi. Pour le moment, moi, je n'irai pas voir ailleurs. Et en fait, toi, tu vas aller faire quelques fois parce que je sais que ça va arriver. Et tu viendras voir et tu verras que c'est super cool entre nous et qu'on peut continuer comme ça, quoi. La relation a commencé comme ça. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Jusqu'au moment où on a dit, ok, on peut commencer à être non exclusif. Et là, on parle de non-exclusivité et pas encore de polyamour. La différence que je fais, c'est que moi aussi, à l'époque, j'étais comme ça. C'est-à-dire que depuis très jeune, je me souviens que pour moi, il n'y avait aucun problème si ma petite copine allait embrasser un autre garçon ou allait coucher avec un autre garçon parce qu'elle était une soirée ou parce qu'elle était un moment où j'étais pas avec elle, parce que certainement j'étais moi aussi en soirée de mon côté, pas en train de flirter avec d'autres personnes, mais juste j'étais en train de faire autre chose, donc c'est pas du temps qu'elle me retire à moi. Et donc il y a ce côté, en fait, tu t'éclates un soir, un moment avec quelqu'un, voilà. À la différence des relations plurielles, enfin des relations polyamoureuses, où en fait là, sans forcément qu'il y ait de la sexualité, même s'il y en a après, il y a ce côté un peu suivi, où on discute avec une personne, on crée une relation intime avec une autre personne. Pour moi, c'était deux leviers. Il y avait le côté sexualité qui est totalement ok, et là, le côté relation amoureuse, ça me titillait un petit peu. Juste au début, puisque ça a évolué très rapidement vers un truc de, en fait, tu peux avoir d'autres relations amoureuses, puisque ça a l'air de rien me retirer, parce qu'on choisit de passer du temps ensemble. Quand on passe pas du temps ensemble, on passe du temps avec d'autres personnes, quoi. Que ce soit des amis, de la famille ou d'autres amoureux, en fait. Ça t'apporte des choses que moi, je ne peux pas ou que je ne veux pas t'apporter. Et donc, du coup, tu te remplis d'autres choses que t'apporte la vie, en fait. Je crois que c'est pour ça que je parlais de richesse, en fait. C'est-à-dire que, ouais, moi, je suis génial, je vais t'apporter tout plein de trucs, mais je vais pas t'apporter tout, parce que je ne suis pas tout, en fait. Et tant mieux, va chercher ces autres choses chez d'autres personnes. Tu le fais de toute façon avec tes amis, avec ta famille. Je sais pas pourquoi tu le ferais pas avec d'autres amoureux, sachant que moi, ça me retire rien, quoi. C'est ça que je fais un peu la différence entre les relations non exclusives qui se pose sur de la sexualité, la non-exclusivité sexuelle en fait, je parle plus de ça, il y a aussi la non-exclusivité relationnelle, et là on va parler plus de polyamour, il y a une petite différence qui se joue chez certaines personnes. Il y a la notion de romantisme en fait entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Qui est d'ailleurs assez flou finalement, mais... Moi j'arrive à un moment après 9 ans de relation où en fait mes relations, les relations que j'ai aujourd'hui, c'est plus des amitiés câlines, des gens avec qui sont des amis et qui je partage beaucoup d'intimité. Enfin, les amis, vous voyez, des amis avec qui vous racontez plein de choses, des choses que vous racontez pas forcément en couple parce que la personne avec qui était en couple ne comprend pas forcément ces points-là. Et cet ami-là, qui a un peu ce même mode de fonctionnement de pensée, on se raconte plein de trucs, on passe du temps ensemble. Il y a cette intimité qui est très riche. Et il y a de la sexualité à côté parce que c'est du jeu, en fait. C'est du jeu, c'est de l'amusement, c'est du plaisir physique et psychologique. Et j'ai beaucoup plus d'amitié câline aujourd'hui que de relations romantiques. Et j'ai du mal à définir aujourd'hui ce qu'est une relation romantique dans mon panel de relations que j'ai autour de moi, quoi. Ok. Un sujet... Moi, c'est pour ça que j'ai pris compète comme mot. Parce que je pense qu'avant d'atteindre le niveau, je suis OK avec ce que je fais, je me sens libre et tout, il y a pour certaines personnes tout un tas d'étapes à passer pour sortir déjà de mécanismes qui nous dépassent un peu. Typiquement ici, moi je suis une meuf cis, pendant toute ma vie un peu, c'était... le regard des mecs cis sur moi. Il n'y a que le regard qui compte, alors que j'ai toujours préféré être avec des meufs. Et je pense que c'est dur, parce qu'à l'époque,
on peut se raconter une histoire, tu vois, de se dire mais oui, mais je suis libre, je couche avec plein de gars, je m'en fous, je suis jeune, je fais ce que je veux. Et puis avec le recul, je me rends compte qu'en fait, c'était pas si bénéfique en fait, au contraire. Moi, je pensais que j'étais libre, mais en fait, j'avais pas les outils pour vraiment savoir ce que ça veut dire qu'être libre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Très clair. c'est pour ça que des fois, j'ai un peu du mal. S'il n'y a pas ce travail en amont qui est fait avec le discours très le sexe c'est génial, c'est toujours bien ou quoi, parce que non, pas forcément. Et en fait, genre, je pense que ça dépend de plein de facteurs. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des facteurs familiaux, sociaux, scolaires, je sais pas, tu vois, mais il y a sûrement plein de raisons qui font que parfois on a ou pas des outils pour comprendre vraiment qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qu'on cherche. En l'occurrence, dans mon cas, c'était très défaillant parce que du coup, avant même de réfléchir à vivre des relations libres, j'enchaînais plein de relations dans justement ce truc d'hétérosexualité forcée et puis en pensant que j'exerçais une forme de liberté, alors qu'avec le recul, je me dis, j'aurais bien voulu peut-être avoir d'autres discours et qu'on m'éclaire, enfin, peut-être comprendre plus jeune que c'était OK d'aimer les filles et que genre peut-être que j'aurais bien meilleur temps de me consacrer à ces relations-là plutôt que de les refouler, d'alimenter de la lesbophobie intérieure et tout. Et du coup, il y a eu toute cette période de relations compulsives quoi, avec les gars, et, enfin les mecs cis. Et après, j'étais en couple pendant 4 ans avec un homme merveilleux que j'ai quitté. Le mec avec qui c'était génial. Et au début, on était en polyamour. Et d'ailleurs, on en parlait beaucoup. C'était un peu grâce à toi que je m'étais fait ce genre de réflexion. Et pareil, à ce moment-là, je me disais trop bien, un outil de libération, un outil de... Mais je restais dans des schémas comme ça, parce qu'en fait, là où, quand j'allais voir ailleurs, dans cette relation, ça restait des gars, cis, avec qui ça n'allait pas du tout. et du coup, j'étais là, mais pourquoi enfin, Et je me frustrais, tu vois. Mais du coup, j'étais super frustrée, parce que je me disais, mais pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi j'arrive pas à comme tout le monde, qui a l'air de vivre ça de façon géniale, et puis toutes ces personnes qui ont une sexualité plaisante et tout ça, alors que moi, pendant des années, c'était super dur en fait. Et là où vraiment j'ai passé un cap, c'est quand j'ai décidé de quitter du coup mon ex et d'enfin vivre la vérité intérieure, tu vois. Et ça fait du bien. On va aimer ce talk, on va bien pleurer. Non, mais ça fait du bien parce que pour la première fois, j'ai l'impression d'être enfin dans une démarche où je sais ce que je veux, je sais ce qui me fait du bien et j'arrive à mettre des limites. Ouais. Mais c'était un long apprentissage et c'était très douloureux. C'était vraiment douloureux, mais là, maintenant, je pense que j'ai les outils. Et ces outils, ils ont été multiples. Ça a été la déconstruction de mon homophobie intérieure. Ça a été le féminisme, beaucoup, qui m'a aidé aussi à repenser mes relations avec le reste du monde, d'ailleurs. Et les mecs cis en général. Et plein d'outils comme ça qui, maintenant, créent une base de données. Je ne sais pas comment dire, mais ouais, vraiment, je me sens armée. Bon, il y a aussi la psychothérapie à côté pour plein d'autres choses qui m'ont aidée à comprendre les dynamiques familiales défaillantes, tout ce qui a trait à l'abandon, à l'attachement, tout ça. Et maintenant, je sens que... oui, là, ça a l'air d'être cohérent. Et maintenant, j'arrive à dire que je me sens bien et libre et que oui, j'arrive à vivre ces relations, qu'elles soient polyamoureuses ou pas. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas vraiment du polyamour, entre guillemets. Je crois que je n'ai pas eu assez de temps pour... générer ce genre de relation. Mais en tout cas, d'accéder à ce schéma que j'essayais d'avoir plus jeune et que j'étais incapable de vraiment exploiter, entre guillemets. Bref, voilà, tout ça pour dire que je trouve ça super de réussir à avoir une vision de la sexualité qui soit libre et positive et tout, mais que je trouve que parfois, c'est masqué par... Enfin, qu'on ne peut pas faire... Enfin, comment dire? C'est génial d'avoir ce genre de discours, mais qu'il ne faut pas oublier toutes les dynamiques qui font que parfois, on prend un raccourci, puis ce raccourci, il fait qu'on se pète un peu la gueule, et ça fait partie de la vie, c'est OK, mais juste c'est cool si on peut avoir aussi les outils à côté pour ne pas avoir à prendre le raccourci. J'ai l'impression que c'était très confus. C'est OK d'être confus. Hein. Oui. En vrai. Les gens, ils ont l'habitude avec moi, normalement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que...
Carrément, on a aussi, je sais qu'on a fait des vidéos toutes les deux sur le polyamour. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en ligne, qu'est-ce qui ne l'est plus. Mais en tout cas, s'il y a des choses encore en ligne, on vous mettra des liens. Et puis aussi, on mettra tes réseaux sociaux, enfin les réseaux de celles et ceux qui veulent les mettre d'ailleurs. Et tous les contenus que vous trouvez pertinents. Enfin, c'est un truc que je dis à chaque talk, mais tous les contenus qu'on trouve pertinents pour compléter ce qu'on a dit. Parce qu'évidemment, en 1 heure, on ne va pas, ou en 1h30, on ne va pas tout traiter. Mais voilà, il y aura des choses complémentaires. Merci Caro. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience, son histoire, Moi, je suis chaud de amour, ouf. relation? Mais si, Oui, je t'en prie, je suis chaud pour partager après aussi. Ok. Du coup, les expériences que vous avez partagées, elles sont déjà hyper riches, je trouve. Et déjà, merci pour ça. Moi, j'ai envie d'aborder la question du point de vue politique parce que moi, c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui dans des relations multiples. Et c'est pas du tout une raison d'orientation romantique, par exemple, mais genre vraiment pas. Vraiment pas. En fait, moi, je navigue les relations à vue depuis le début de ma vie relationnelle. Je comprends pas trop. Et globalement, je suis pote avec des gars. Et en fait, on dit qu'on est amoureux. Et je caricature un peu, mais en tout cas, j'avais l'impression de performer des trucs qui m'appartenaient pas pendant longtemps. Et que je comprenais même pas ce que je foutais, en fait. Et en fait, il y a eu un moment où il y a eu un truc auquel j'ai pu me raccrocher, qui est l'anarchie. Puisque, en fait, ça a été une révélation pour moi politique. Et en fait, autour de ce cadre éthique, j'ai pu construire la façon dont j'avais envie de mener d'autres aspects de ma vie, plus personnels, plus intimes. Notamment, et en fait, ça m'a vachement parlé ce que tu as parlé sur la liberté et tout. Mais ça me parle tellement parce que vraiment cet enjeu de... en fait, on se reconnaît en tant qu'individu mutuellement, là, tous ensemble. Et on a conscience qu'on évolue dans des réseaux d'interdépendance. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Parce que j'ai un enjeu hyper fort sur la liberté. Et j'ai un enjeu hyper fort sur le côté commun et le côté interdépendance et construire aussi de l'engagement, de l'attachement et tout ce que ça peut impliquer en termes de besoins et de sécurité. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de libération et de façons de vivre cette liberté et qu'il y en a que je trouve plus libérales, et je ne dis pas ça dans le bon sens du mot libéral, que d'autres. Et moi, c'est vrai que c'est un engagement politique, en fait. Et finalement, ce que je ressens ou peux ressentir dans ce qui se passe est moins important pour moi que le fait d'être en accord avec mon éthique. Et ça, c'est un truc que j'aimerais aborder parce qu'il y a une vision très idéale et bisounours du polyamour. Et je trouve que c'est hyper important. Et je pense qu'il y a des personnes ici qui vont le défendre et c'est super. Et du côté, en fait, c'est une orientation amoureuse. Moi, j'aime plusieurs personnes et je vis ces plusieurs amours et tout ça. Et en fait, je voulais aussi partager une expérience qui est différente, qui est, moi, franchement, je m'attache à une personne et demie de temps en temps. Et j'ai beaucoup d'insécurité, je vis énormément de jalousie. Et en fait, ça ne change rien. Ça ne change rien au fait que pour moi, éthiquement, moralement et dans ce que j'ai envie de faire et de mener dans ma vie, c'est quand même ce choix-là que je fais pour moi. Et c'est un truc qui est peut-être difficile à comprendre et à appréhender. Et je pense qu'on n'a pas tous les mêmes choix d'existence. Voilà. Mais cet enjeu de se dire... Et moi, c'est vraiment le truc... Je vais partager un petit peu plus concrètement comment ça se passe, mais j'avais envie de partager ce côté-là, parce que pour moi, c'était important. Et du coup, moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'en 2013, je suis allée en Norvège. Et à l'époque, j'étais en couple monogame avec un garçon. Et je suis arrivée en Norvège et j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu une grosse connexion intellectuelle. Ça s'est super bien passé. Et on a beaucoup échangé. Et en fait, quelques mois plus tard, je me suis fait larguer par l'autre. Et au moment où j'ai dit à cette personne que je considérais à ce moment-là un peu comme un ami, même s'il y avait de la tension sexuelle, je lui ai dit, je me suis séparée. Et il me dit, en fait, j'ai envie qu'on soit ensemble, toi et moi. Et donc, cette personne est aujourd'hui mon mari, on s'est mariés.
Et en fait, on a construit ensemble cette relation d'indépendance et éthique qui nous va tous les deux. Et à tel point où aujourd'hui, j'habite plus avec lui. J'ai une relation, enfin, je n'ai plus de relation sexuelle avec lui. Et j'ai une autre relation avec qui là, pour qui je vais sûrement déménager et avec qui je compte, en tout cas, j'ai envie de faire des enfants. Et donc, en fait, c'est tellement loin de la vie normale des vrais gens, cette existence-là de la personne avec qui je suis mariée, c'est pas la personne avec qui je vais faire des enfants. Déjà, rien que ça, ça bug. Mais en plus, la personne avec qui je suis mariée, j'ai plus de relations sexuelles et on reste quand même en lien. Et on reste quand même engagés. Et on est quand même centraux l'un à la vie l'un de l'autre. C'est des choses qui sont très... Et moi, un des trucs les plus compliqués dans l'histoire, dans comment on vit les relations plurielles, c'est l'enjeu de comment on en parle, comment on peut dire ça. Là, du coup, je le dis pour la première fois sur les ondes, mais c'est ce truc de comment tu fais pour dire, voilà, c'est ça ma réalité, et vraiment, je sais que ça n'a aucun sens pour vous, quoi. Genre, je sais que c'est très loin, alors qu'en fait, des histoires de familles recomposées, de gens qui continuent à se voir, mais c'est genre la base. C'est juste que nous, on l'assume, en fait. C'est juste ça. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que y a sûrement d'autres gens qui vivent des expériences similaires. Mais bien sûr. Mais c'est comme si pour assumer cette nouvelle étape, il fallait passer forcément par des sentiments odieux envers le passé. Exactement. Tu vois, de rejet, de mépris, de oui, mais ça c'est fini, on se parle plus. Alors que justement, c'est juste cette paix qu'il peut y avoir entre ex. Exactement. Ou pas, des ex, ou juste des relations qui changent. C'est trop inspirant, je trouve. Mais en fait, ce que tu viens de dire me donne le point de ce que j'avais envie de développer. C'est cet enjeu de la détresse et la souffrance. Ça fait partie de la relation et de l'existence qu'on vit avec quelqu'un. Et c'est-à-dire que, tu vois, ces moments où justement on passe en mode antagonisme, là, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, là, tu dis que tu as quitté tu vois, je sais pas comment ça s'est passé, hein, mais ce truc de, en fait, une séparation peut être la bonne version de la paix, tu vois. Ouais, exact. Et de la même façon que rester ensemble alors qu'on baisse plus ensemble et qu'on veut plus habiter ensemble, c'est peut-être la bonne version de la paix pour d'autres, tu vois. Exact. Et c'est cet endroit de à quel endroit on peut essayer de ne pas se détester et de ne pas se faire la guerre et qu'on peut plutôt se faire l'amour et l'interdépendance et le lien, quoi. Et c'est hyper compliqué, je dis ça comme si c'était facile, mais c'est la galère de ouf. Moi, j'ai fait plein de conneries, mais vraiment, je pourrais en faire des livres. Mais c'est ça. Mais ce que j'avais envie de défendre ici, en tout cas, c'est cette espèce d'idéal et de trucs qu'on essaie de bâtir un peu comme un cap. Et moi, c'est vrai que le côté politique m'aide énormément parce que du coup, c'est plus grand que moi. Tu vois, il y a ce côté, c'est plus grand que moi. Donc en fait, je le fais pas juste pour ma petite personne et mon petit couple. Je le fais aussi pour d'autres, un truc un peu, qui me dépasse un peu, quoi. Ok, merci. Yes. Oui, je vois qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites qui me touchent. Je crois que j'ai envie de partager un petit peu comment je suis arrivé au polyamour, parce que parce qu'en fait, j'ai grandi dans un schéma complètement classique, quoi. Et avant que ça se présente, cette question peut-être de s'ouvrir au polyamour, relations ouvertes, etc., c'était même pas dans mon scope de c'est censé être possible ou exister, quoi. Enfin, j'avais jamais... Et je vois, enfin, pour moi, il y a eu... En fait, ce que je vois, c'est qu'avec le recul, toute mon adolescence, quand les relations se sont construites, que j'ai eu de premières relations amoureuses, notamment une relation passionnelle, puis une relation qui l'était moins, je suis passé par... Enfin, je vois qu'il y avait plein d'endroits en fait, où je sentais des formes de dissonance cognitive, notamment le fait de ressentir de la jalousie, de voir qu'il y a de l'attachement, de voir... dans mes relations ou dans les relations d'amis autour, des personnes qui se déchiraient, qui se détestaient. En fait, plein de trucs qui étaient dans ce que tu disais, Lille, mais dans la souffrance en lien avec la relation. Et à côté de ça, je vois, j'ai grandi avec mes parents sont pas mal portés sur la spiritualité. Mon père a écrit 2-3 bouquins, ou coécrit des bouquins autour de la spiritualité. Et il y avait cette notion un petit peu d'amour universel, on peut aimer tout le monde
qui me parlait. Et en même temps, enfin, je voyais qu'il y avait cet idéalisme d'amour universel. On peut aimer les gens et l'amour, ça pourrait être juste un cadeau qu'on donne à quelqu'un. Et ce que je voyais des relations, en fait, c'était pas un cadeau qu'on donne à quelqu'un, mais c'était hop, je m'accroche à quelqu'un, on devient codépendant à deux, on essaye de prendre à l'autre. Si l'autre s'écarte un petit peu, il y a de la jalousie, du déchirant, des trucs. Et j'ai vécu ça et je me disais, mais c'est quoi ce truc qui se passe, quoi? J'aspire plus à aimer les autres êtres humains, à pouvoir donner quelque chose, être un cadeau un petit peu. Et je vois, ma première relation passionnelle, j'avais 17 ans du coup, premier amour, et je ressentais un truc avec toutes les injonctions de on a 17 ans, on se dit qu'on s'aime, on doit avoir de la sexualité, et je mettais une pression énorme à ma partenaire sur le fait qu'on ait de la sexualité, on n'en avait jamais eu tous les deux, etc. Et avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais en train de reproduire comme truc, etc. Du coup, on n'en a jamais eu, certainement, parce que je mettais trop de pression aussi, et je pense que c'est une bonne chose. Mais je vois qu'après, j'ai navigué un peu de relations avec des trucs de jalousie, d'attachement, des choses comme ça, voir ça autour de moi, et ça me faisait bugger, quoi. Et au final, j'ai fini, j'imagine, je devais avoir 23 ans, donc c'était il y a 6 ans maintenant, 7 ans. Je ne sais plus exactement, il faudra que je demande. Où j'ai rencontré Dani, qui était là il y a 2 talks, du coup, pour ne pas la outer. Mais je pense qu'elle est OK que j'en parle, elle en a déjà parlé publiquement. Et où, quand on s'est rencontrés, on a eu un petit peu un crush. Et moi, j'étais encore complètement dans mes schémas de on a un crush, tiens, on n'a qu'à sortir ensemble, être un couple. C'est le seul truc qui existe, quoi. Et où elle m'a mis un stop direct. Elle sortait d'une relation avec quelqu'un qui était très jaloux, très possessif. Et elle m'a mis un stop direct en me disant, attends, pour moi, c'est pas OK, la jalousie, qu'on s'attache, etc. Elle n'avait pas énormément d'expérience de ça non plus, mais elle connaissait des gens qui étaient polyamoureux ou dans des relations ouvertes. Et elle m'a dit, moi, c'est OK qu'on se voit, etc., qu'on construise quelque chose. Par contre, j'ai besoin de mon espace. J'ai besoin qu'il puisse se passer d'autres trucs à côté. Et juste, ça m'a ouvert le champ de pensée, ouvert le cadre, la porte de tiens, en fait, c'est possible de réfléchir les relations autrement, sans être dans un truc où on s'enferme, où on s'aliène. Et j'ai trouvé ça, ce cadre de pensée de c'est possible, j'ai trouvé ça ultra libérateur de me dire, tiens, et j'ai trouvé la théorie hyper intéressante en me disant, tiens, cette théorie de on peut chacun vivre notre vie à côté, avoir de la sexualité avec d'autres personnes, voir ce qui se passe sans s'engager mutuellement, se jurer fidélité. Fidélité, c'est juste... c'est une norme sociale pour ne pas déclencher de la jalousie chez l'autre, en fait, simplement. Exclusivité. Hein? On parle beaucoup de fidélité, alors que quand on dit fidélité, on parle d'exclusivité. Ouais. Pas du tout de la fidélité, parce qu'une fidélité à tes engagements, à ce que tu as prévu avec l'autre personne, quoi. Ouais. Et quand on dit fidélité... Tu peux l'avoir même dans tes relations. Ouais. Je dis fidélité parce que dans le mariage, il y a le truc de je jure fidélité. Exactement. Qui est, je n'irai pas voir ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais oui, du coup, on parle d'exclusivité, là, effectivement. Du coup, ouvrir cette case. Et après, sur ce chemin-là, j'avais déjà été jaloux avant. Donc, dès que des choses ont commencé à se produire, elle, comme moi, ça a créé de la jalousie, ça a créé des tensions. Et en fait, au lieu que ça devienne juste la norme, c'est on vit des trucs, il y a de la jalousie, donc il ne faut pas aller par là. C'est devenu des occasions, en fait, d'en parler. Et ça nous a... pour moi, ça a été les 6 dernières années avec Dani. Ça a été un chemin de connaissance de soi, de développement personnel, qui a été dingue, en fait, juste parce que être en relation ouverte, puis en polyamour vraiment depuis 3 ans, où on est passé de ce truc comme Will, de ouvert un peu sexuellement, on peut aller voir, on ne s'interdit pas des trucs, en fait, on a plusieurs relations amoureuses, toutes les deux. Et ça a créé énormément de tensions, de trucs, ça a été l'occasion d'en discuter, et ça a été ouf, quoi. Et je crois que j'avais envie de partager ça, surtout pour des personnes... pour partager que pour moi, ça a vraiment été un chemin. C'est pas inné de se dire, tiens, on peut ouvrir les relations et ça va être bisounoursland, ça va être fluide, je veux dire, va pas y avoir de jalousie, va pas y avoir de tension. J'ai vécu des sentiments de jalousie, de rejet, de peur, de plein de choses, en fait. Mais en fait, c'est possible de vivre ça et de se dire, tiens, qu'est-ce que j'en fais, comment je les processe et comment je traverse ça.
plutôt que de dire je ressens de la jalousie, donc je dois contrôler mon ou ma partenaire pour ne plus ressentir ce sentiment, quoi. En gros, tu vis les mêmes sentiments négatifs, mais juste ils ne correspondent pas au schéma classique de l'amour romantique où les sentiments négatifs, ils ont telle conséquence, ou ils impliquent du coup telle conclusion, mais juste ils sont là et on en fait quoi et on les transforme, quoi. Moi, je vois vraiment, c'est pas que tout d'un coup on se désincarne et on sent plus les choses comme avant, mais juste qu'on en fait, ouais, moi je vois les relations libres comme un canal qui permet de reprendre cette difficulté et d'en faire quelque chose de beaucoup plus épanouissant que ce qu'on a dans le schéma classique de la princesse qui attend dans son donjon son prince et puis qu'après voilà, elle doit subir toute la vie ou lui, leur amour, tu vois. Ouais, en fait, on change le script et on change aussi le script dans la douleur. Ouais. C'est parce qu'il y a un script de la douleur en fait de la relation mono. C'est-à-dire qu'il y a je suis jaloux donc tu dois t'empêcher d'eux ou donc je dois partir ou donc tatati. Et en fait, on a le petit script, on sait exactement ce qu'on est censé faire. Je dois te quitter. C'est ça. Et en fait, ce petit script, à partir du moment où tu dis vas-y, on arrête. En fait, tu es obligé d'inventer. À ce moment-là, tu fais et du coup, on fait quoi? Et du coup, on fait un talk où on parle de toutes les façons possibles. C'est ça. Et on ne sera pas exhaustif, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clair. Un truc qui me faisait un peu flipper comme ça dans les relations monogames exclusives, cette espèce de nécessité obligation d'être un martyr. En fait, la relation amoureuse, c'est quelque chose où tu dois souffrir, en fait. Tu dois être en couple, c'est hyper important parce que l'amour, c'est beau, c'est génial, mais tu dois souffrir. Si tu as des désirs pour d'autres personnes, c'est mal. C'est humain, mais c'est mal et tu ne dois pas les vivre. Moi, c'était un truc que je ne comprenais pas. Tu vois. Je dis, mais attends, l'amour, on m'a dit que c'était génial. D'accord, ça, je veux bien le comprendre. C'est génial, c'est merveilleux, ça t'enrichit, tu deviens plus beau. Alors, pourquoi on doit le vivre de manière où on souffre, en fait? Attends, est-ce qu'il n'y a pas une méthode, un fonctionnement où on peut se dire, attends, peut-être que je peux prendre du bon partout, quoi. Et je me souviens que moi, dans mon mode de fonctionnement, en fait, quand il y a des épreuves qui m'arrivent en général, j'ai tendance à d'abord me mettre la faute sur moi, pas pour me flageller en disant je suis nul. Je dis ok, attends, moi je me sens mal, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux construire pour que ce truc soit ok ou comment je fais pour mieux accepter. Ça ne veut pas dire que tu dois dire que tout est ok. Des fois, tu vas dire en fait, ouais, j'ai bien regardé, ce truc-là, c'est pas ok et je ne peux pas accepter ce comportement. Et je le dis à d'autres. Mais des fois, là, pour parler des relations, c'est. Je reprends le truc du collège et c'est arrivé moi au collège vachement tôt où je voyais beaucoup de gens qui se mettaient en couple et c'était en mode c'est l'homme de ma vie, je vais finir ma vie avec. Je comprends pas, enfin je sais pas, on a 13 ans, à quel moment t'as cru que ta relation là, t'as depuis 2 semaines, ça va être l'amour de ta vie. Et ça me saoulait d'être le seul à voir ce truc-là, je me sentais un peu comme un ovni. Et en parallèle de c'est l'homme de ma vie, il y avait ce truc en face de mais il a envoyé un message à Jacqueline et tout, c'est mort, c'est le pire des enfoirés. Mais pourquoi en fait? Si vraiment c'est l'homme de ta vie, tu veux pas construire un truc en disant c'est pas si grave? Et j'avais un peu ce truc en me disant en fait il y a un truc qui est pas clair, quoi. Je pense que ça venait un peu de mon système familial où en fait moi j'ai grandi avec une mère célibataire, donc déjà à ce moment-là qui s'en sortait très bien, trop bien peut-être, je sais pas. Mais c'était déjà en mode, en fait, déjà, t'as pas besoin d'être en couple pour faire ta vie. Puisqu'il y avait quand même, faire ta vie, ça voulait dire avoir une famille, avoir une maison et tout ça. Donc j'avais tout ça, mais ma mère n'était pas en couple. Donc j'arrivais déjà dans le système en disant, en fait, ce truc-là est un peu différent. Et ouais, ça a avancé comme ça en me disant, mais en fait, non, je suis pas sûr de me dire que si j'aime une personne, si elle discute avec une autre personne, c'est pas censé être un souci, en fait. Elle me retire rien. Je trouve que c'est vachement intéressant parce que finalement, il y a un mouvement qui se dessine, qui touche pas seulement les relations. En fin de compte, même je dirais que les relations, c'est le dernier domaine impacté par ce mouvement, mais c'est un mouvement qui impacte la structure neurologique, c'est un mouvement qui impacte la sexualité, qui impacte le genre, etc. Et qui est finalement... Moi, je l'ai identifié comme ça, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Pour ça, quand je comprends pas un truc, je peux pas adhérer, je peux pas pratiquer un truc que je comprends pas. Et en fait, on est entré dans une ère là, il y a 20 ans, moi j'ai vraiment vu ça arriver dans un corpus
théorique, académique, etc., d'un passage d'une conception de l'humain très polarisé, en bien et en mal, quelque chose d'extrêmement injonctif et normatif, voilà, alors il y a une façon de faire, il y a un script, qui inclut, alors c'est une pièce de théâtre qui est écrite à l'avance, Tellement. avec son lot de drama, donc t'as c'est du Il fédot, va le te tromper avec machin, sa quoi. secrétaire. Mais c'est ça, et on te dit tu verras à 40 ans avec tes 2 enfants sur les bras quand ton mari se barra de... What? et c'est vraiment ça, quoi, et c'est quelque chose, et c'est la norme, et c'est pire que la norme, c'est la normalité, c'est vraiment quelque chose de... Voilà. Et en fait, on est passé à une notion qui m'a, moi, ça a été l'illumination, quoi, bien sûr, qui était la notion de spectre, et où on est passé de notions très polarisées et très clivées à la notion de spectre, et où tout est fondu. Et moi, c'est comme ça que je perçois l'humain, en fait, quoi, où tout est flou, il n'y a pas de frontière entre un état et un autre, une émotion et une autre, une relation et une autre, et le début et la continuité et la fin d'une relation, tout ça, c'est étiré dans tous les sens de l'espace-temps, quoi. Donc, du coup, depuis que j'ai trouvé cette grille, cette façon de regarder le monde, et ça j'ai comme un nuancier. C'est plus un truc avec c'est pas un bayadère, c'est un nuancier. Et alors ça, moi, ça m'a changé la vie. Parce que du coup, ça m'a permis d'aller explorer les recoins, les incertitudes, les flous, de me planter, de me relever, de me prendre un mur, de reculer, etc. Et le moment où j'ai capté ça, ça a été vraiment une épiphanie. Et je trouve qu'il y a un vrai gap de génération de ce point de vue-là. Il y a vraiment, enfin voilà, moi je suis née à la fin des années 70 et j'ai vraiment l'impression que des personnes qui ont grandi au 21e siècle, qui sont devenues adultes 10 ans après moi, ont eu accès à ça. Et quel soulagement et quel bonheur de les regarder vivre et croître et embellir et cultiver ces choses-là, c'est merveilleux. Vraiment. Moi, ça me donne envie de rebondir sur un truc. Quand je vois Meta partager quel bonheur de voir des gens s'épanouir, etc. Et moi, j'ai envie de faire le parallèle avec les relations, au final, où je trouve ça dingue que dans les relations normales, finalement, le schéma, c'est quand un ou une partenaire peut tomber amoureux d'une autre personne, au lieu de se dire « Waouh, c'est trop bien, c'est extraordinaire pour lui ou pour elle, ce qu'il ou elle vit », il y a un truc de « C'est horrible, c'est mal, c'est la fin du monde », etc. Il n'aime plus la personne d'avant. Ouais. Et en tant qu'être humain, j'ai l'impression qu'on a envie en fait de pouvoir souhaiter le bonheur des autres, etc. Et on est des endroits où on est enfermé dans ce genre de schéma. Et moi, j'avais vraiment envie de partager aussi tout à l'heure, peut-être pour compléter, un truc qui a créé un mind blow quand j'ai découvert le milieu du polyamour, il y a le vocabulaire du polyamour aussi. Et quand j'ai appris le mot compersion, qui est l'inverse de la jalousie. La compersion, c'est la capacité à ressentir de l'amour, de l'enthousiasme. Parce que j'ai perçu là chez Meta en parlant de la nouvelle génération qui voit ça. Ce truc de waouh, en fait, ma partenaire, une personne que j'aime, vit quelque chose d'extraordinaire avec une autre personne. Au lieu de me sentir mal, accroché, agrippé, je ressens un élan d'amour et d'enthousiasme pour cette personne. Et je crois que moi, c'est un des trucs pour lequel je suis le plus touché, j'ai le plus de gratitude d'avoir fait ce chemin avec Dany notamment, puis avec d'autres personnes, en discutant, en processant ça. C'est que maintenant, le plus souvent, en fait, je ressens encore des fois de la jalousie, mais le plus souvent, quand j'ai une partenaire qui est amoureuse de quelqu'un d'autre, qui vit un moment extraordinaire, en fait, je me sens trop bien et je ressens un élan d'amour pour eux. Et encore, il y a une semaine, je me disais que j'avais trop de chance de vivre ça parce que un amoureux de Dany n'avait plus son appart parce qu'il y a des travaux. Et du coup, elle l'a invité dans mon appart et je leur laisse ma chambre pour ça. Et je peux me dire, waouh, c'est trop bien, ils peuvent passer un moment comme ça en amoureux et vivre un moment trop chouette. Et
Et je ne suis pas dans ce truc de non, il faut pas que ça existe, il ne faut pas que je le voie, etc. Alors qu'à une époque, ça aurait été inenvisageable, quoi. Mais en plus, je ne connais pas de ciment plus fort dans une relation. Quand on est... Enfin, personnellement, dans ma relation avec le père de mes enfants, avec qui je suis depuis 13 ans, qui est mon mari, avec qui je vis, il a des amoureuses. Et alors, j'aime prendre soin de ces relations aussi. Parce que, bon, voilà, il a tendance à être plongé dans ses ordinateurs. Et je lui dis donc... Alors que je sais que ce sont des gens qu'il aime, mais je sais aussi qu'il peut très bien laisser passer 6 mois sans contacter quelqu'un qu'il aime, parce qu'il ne les a pas vus passer, les 6 mois. Et je lui dis donc, ça fait peut-être un petit moment qu'on n'a pas eu de nouvelles, elle va bien et du coup, et juste ça, et lui dire, mais tu sais, n'hésite pas à prendre ta soirée, tu vois, je m'occupe des enfants et tout, ou alors je pars avec les enfants et vas-y, prends la maison. Et en fait, quand on se sent en plus un peu la bonne fée, alors il y a un côté mais il y a un côté égoïste presque là-dedans, mais quand en plus on a la chance de pouvoir faciliter, contribuer, apporter son petit truc, sa petite touche de magie, et voilà, et juste leur préparer une belle table avant de partir, des trucs comme ça, ou alors rentrer à la maison sur la pointe des pieds très tard. Il fut un temps que je travaillais très tard la nuit à la radio, et je rentrais sur la pointe des pieds pour pas les déranger parce qu'il était avec une copine et qu'ils avaient l'air de bien s'amuser, et que je me faisais toute petite dans le salon pour pas qu'ils entendent un bruit parce que ça pouvait les interrompre dans leur truc. Et c'est un sentiment qui est tellement gratifiant pour soi de ressentir ça et de se dire punaise, mais pourquoi personne m'a jamais dit que ça existait, un truc pareil, quoi. D'être aussi profondément, authentiquement heureux, un sentiment de bonheur, mais réel, intense, quoi. Juste de savoir l'autre bien, avec quelqu'un d'autre que soi, et en plus de l'apport d'amour que ça donne dans la relation. C'est-à-dire que en face, quand moi j'ai des petites attentions pour ces relations avec d'autres personnes et inversement, ça multiplie notre amour l'un pour l'autre, quoi. De se dire, mais quelle personne merveilleuse, oh là là, quelle chance j'ai de partager la vie de cette personne. Et je sais qu'il se dit la même chose, et mais je plains tellement les gens qui peuvent pas vivre ça. C'est tellement triste, en fait, de s'amputer d'une richesse et d'une chance pareille et d'un bonheur pareil, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'on fait déjà dans nos autres relations, que ce soit amicales ou en famille, ce fait de apporter un petit soutien ou une facilité pour un ami, le fait de réussir à faire quelque chose qui va lui plaire et qui va lui plaire à lui, on a aidé des amis à réviser, ou alors on a aidé un ami qui était dans la galère pour faire quelque chose. C'est pour lui, c'était pas du tout pour nous. En fait, le plaisir qu'on prend, c'est juste, putain, mon ami, il va être bien après ça. Et en plus, il est bien grâce à nous. On est super content. Pourquoi ça marche pas dans les relations ? Pourquoi ça ne devrait pas être pareil dans les relations amoureuses, quoi ? Et c'est là qu'arrive la conversion dont on parle. J'ai l'impression qu'on nous a beaucoup raconté ce mensonge de ouais, tu peux faire ça pour les autres, mais pour les relations amoureuses, non, tu peux pas aider ton amoureuse à avoir du plaisir et du bonheur avec d'autres personnes. Pour moi, c'est strictement l'inverse. On nous a tellement monté la relation amoureuse comme l'amour ultime, d'accord ? Donc si c'est l'amour ultime, c'est censé être la personne que tu es censé le plus aider à se sentir bien, que ce soit avec toi ou que ce soit avec d'autres personnes, quoi. Et il y a cet autre point sur lequel je voulais revenir, sur le truc de... on parle beaucoup, il y a beaucoup de gens, donc quand je leur parle de polyamour, la première question c'est mais t'as pas peur que cette personne elle parte avec quelqu'un d'autre ? Je veux dire, mais en fait, je crois que c'est exactement l'inverse, en fait. Quand on vit avec quelqu'un et cette personne rencontre d'autres personnes, que ce soit au boulot, des amis d'amis, en soirée et tout ça, si par hasard elle finit par avoir une super connexion avec cette autre personne, tu vas avoir ton partenaire qui va être dans des relations par défaut, qui va être un peu tiraillé en mode mais je commence à avoir un sentiment pour cette autre personne, est-ce que j'aime vraiment mon amoureux, comment ça se fait que j'aime l'autre et tout. Non, l'amour se démultiplie, hein. Tu aimes plusieurs personnes, c'est juste physiologique en fait, tu aimes plusieurs personnes, donc faut pas s'en faire pour ça. Et dans les relations par défaut, tu vas être posé à un moment où tu vas devoir faire un choix en fait, rester avec la personne avec qui t'es, ou alors tenter d'expérimenter ce nouvel amour avec cette nouvelle personne. Dans les relations plurielles,
t'as pas ce choix à faire en fait. Tu rentres à la maison, oh putain, j'ai rencontré Jackie, il était génial à la soirée, on s'est écrit, je pense qu'on va se revoir. Bah, génial en fait, t'as passé une super soirée, moi j'étais sur la console ce soir, je passais un super moment et tout, bah, tu me diras quand tu le revois. Et donc tu commences à vivre en fait ces deux relations en parallèle, et puis peut-être que tu vois qu'en fait avec Jackie ça va pas plus loin que 3 dates et que c'est ok. T'as pas risqué ta relation de 9 ans pour vivre ce petit moment fun, agréable, enrichissant, parce que Jackie fait des trucs, il est paléontologue, t'adores les dinosaures, moi je suis juste calé sur ma console en fait, je pourrais jamais parler de ça. T'as vécu ce truc-là super enrichissant avec cette personne, c'était super, enfin t'as grandi quoi, t'as pas eu à faire ce choix à ce moment-là. Donc en fait non, moi j'ai beaucoup moins peur que Sophie me quitte un jour. Si Sophie me quitte un jour, c'est à cause de quelque chose entre nous en fait, pas du tout à cause d'un élément extérieur. Nous, aujourd'hui, notre relation avec Sophie, elle a évolué. Il y a très récemment, il y a quelques mois, on commence à comprendre. Ça fait 5 ans qu'on habite ensemble. On commence à comprendre que vivre ensemble, c'est pas une bonne chose pour nous, en fait. On commence on s'embrouille souvent pour des trucs de merde. Moi, je suis un peu un mordu de boulot. Ça me va très bien de bosser de 9h à 2h du matin sur mon ordi. Mais si je fais ça à la maison, il y a Sophie qui va venir me parler tout le temps, qui va vouloir qu'on fasse des trucs ensemble. Je suis pas dispo, là. Mais t'es dans l'appart, t'es là, donc on doit passer du temps ensemble. Non. Donc du coup, là, ça fait 2-3 mois qu'on vit pas ensemble. Putain, j'ai pu créer des événements de ouf ces 2-3 mois. Et ça carbure. On se fait des deux dates par semaine. Et c'est super, parce que quand on est en date, on est vraiment ensemble, quoi. Et donc, ce projet, on a recalé, on s'est redit ensemble qu'on avait vraiment envie d'avancer ensemble, d'être ensemble, qu'on était une relation primaire l'un pour l'autre. Mais le fait d'habiter ensemble, qui en fait, ce qui existe dans l'ascenseur social, dans la relation par défaut, bah non, ça, on commence totalement à le virer de notre relation. Et c'est très plaisant de pouvoir construire avec nos propres briques de Lego notre relation, quoi. Il y a plein de choses là, qui me viennent par rapport à ce que tu dis sur lesquelles j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, les relations qui évoluent, le fait d'avoir peur, c'est aussi une question que j'ai tout le temps. T'as pas peur qu'il te quitte avec quelqu'un d'autre, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'espèce de peur de oui, mais s'il trouve quelqu'un avec qui il a plus envie de faire sa vie, du coup, il va aller avec. Mais en fait, que tu sois monogame ou pas, c'est quelque chose qui arrivera. C'est-à-dire que, en fait, on se leurre avec je vais rester toute ma vie. Genre, j'ai 13 ans, donc je vais pas rester toute ma vie avec cette personne. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette vision, j'ai pas parlé de mon expérience avec tout ça, mais moi, je me définis comme polyamoureuse aussi. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est cette notion j'ai vraiment l'impression d'aller au bout de l'expérience de la relation avec les relations avec les personnes avec qui je relationne, en fait. Parce que j'ai pas une raison matérielle ou structurelle, sociale ou quoi, de quitter cette personne. En fait, je suis avec elle si j'ai envie d'être avec elle, et pas parce qu'elle me comble pas ci ou pas ça, ou parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ou parce que je suis juste avec cette personne parce que j'ai envie d'être avec cette personne, ou je ne suis pas avec cette personne parce que je n'ai pas envie d'être avec elle, en fait. Et c'est cette liberté-là que je trouve, moi, dans le polyamour, et qui me parle tellement, c'est cette notion en fait, je suis vraiment là pour les gens en question. J'essaye pas de transformer cette personne ou de manipuler cette personne pour qu'elle soit mon tout, mon prince charmant, là, parce que c'est pas le sujet, en fait. Et il y a vraiment ce truc il y a plus de place aussi pour être soi dans la relation, parce qu'il y a aussi moins d'injonctions à devoir combler tous les besoins d'une personne, etc., quoi. Et du coup, je vais en profiter pour expliquer un petit peu moi d'où je viens et comment je vois le polyamour. Parce que du coup, on parle beaucoup de relations multiples, mais c'est pas étonnant, en vrai, vu le panel qu'on a ici. Mais comme tout le monde ici, moi, je viens de la monogamie. Enfin, je veux dire, j'ai été éduquée dans un monde où mariage, tout Je ça. viens de la monogamie. Là-bas, Ce pays lointain. voilà, on parle une autre langue là-bas que je ne comprends plus, j'ai oublié. Non, mais en vrai, on se faisait la remarque avec Vincent, qui est donc la relation principale. Nous, on n'en a pas trop parlé, mais on vit un polyamour un peu hiérarchique, même si c'est un peu dur de le définir, mais disons que la façon simple de l'expliquer, ce qu'on vit, c'est un polyamour hiérarchique. Mais on se faisait la réflexion en regardant des films où il y a des trucs de jalousie ou des trucs en sous-texte. Et il y a des moments où on fait « T'as compris ?» Non, j'ai pas compris. Mais pourquoi ils s'engueulent ? Attends, je crois que c'était pas OK le SMS là. Déjà, un truc comme ça. Et en fait, on a oublié ce que c'était. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui nous échappent, des subtilités de ce que sont les relations et le fait de contrôler l'autre et tout, qui maintenant nous échappent, mais alors totalement, quoi. Et bon, bref, moi, j'ai grandi donc dans cette idée-là, et je me souviens que dès l'adolescence, je ne comprenais pas les questions de jalousie. C'est-à-dire que je comprenais pas que tu puisses être pas jaloux
Alors, il y en a qui sont jaloux en amitié, mais je comprenais pas que tu puisses être pas jaloux que ta pote aille passer l'après-midi en shopping avec une autre pote, mais par contre que tu sois jaloux que ton copain parle à... Parce que là, on parle d'hétéronormativité, parce que concrètement, moi, j'ai découvert qu'on pouvait ne pas être hétéro vraiment tardivement au cours de ma vingtaine, donc ça a pris du temps. Et du coup, à ce moment-là, c'était très hétéro. Et je ne comprenais pas que tu puisses être pas jalouse de ta pote parce que tu te dis, bah non, de toute façon, moi, j'avais pas envie d'aller en course ou je sais pas quoi avec elle, et puis c'est sa pote de jeux vidéo. Mais par contre, dans les relations amoureuses, il n'y avait pas ça. Et je me souviens être bizarre et l'avoir exprimé à des copines où elles me parlaient de leurs copains, de une telle a envoyé un SMS à machin, c'est super grave, etc. Et moi, j'essayais de comprendre. Et en fait, la réponse qu'on m'envoyait, c'était c'est parce que tu n'as jamais été amoureuse. Et du coup, tu ne connais pas. Et c'était vrai, j'avais jamais eu de copain. Et moi, j'étais bon, bah, le jour où j'aurai un copain, je comprendrai. Puis j'ai eu un copain à 20 ans et j'étais pas jalouse. Et il me l'a renvoyé en mode t'es pas jalouse que je fasse ça et tout, mais tu m'aimes pas. Et en fait, moi, je me suis vraiment remise en question, genre, mais est-ce que je suis capable d'aimer? Mais genre, j'ai vraiment eu un moment de mon Dieu, mais en fait, je suis pas capable d'aimer les gens et je suis trop auto-centrée et je m'aime trop moi. Enfin, genre, j'étais vraiment partie dans un truc de je suis pas capable d'aimer parce que je ne ressens pas cette jalousie. Et c'est en ça que je pense que tu le disais aussi pour moi, le côté orientation amoureuse, moi, ça me parle ce concept-là. Bien Et je sûr. me sens dans une orientation amoureuse que je n'ai pas choisie parce que ce concept de jalousie, et on a souvent des questions dessus, même dans les CSB, tu vois, auprès de nos clientes et tout ça, qui s'intéressent aux relations multiples. Et c'est pas que je le comprends pas, que je l'ai jamais ressenti, mais je l'ai ressenti de manière égale dans le couple et dans tout le reste. C'est-à-dire, je suis jalouse de mon frère, il a eu le droit à une mobilette et pas moi, tu vois. Mais de la même manière, que mon copain, là, il est allé à Thanksgiving avec les parents de son autre copine, et puis moi, il est pas venu à Noël chez moi, quoi. Enfin, vraiment, mais presque d'une façon très enfantine et très... pas une charge particulière sur le fait que c'est le couple, en fait. Et du coup, moi, j'ai découvert le mot polyamour finalement assez tard. D'abord, les relations libres. J'avais des d'amis qui ouvraient leur couple. Alors, c'était romantisme exclusif, mais sexualité non exclusive. Ça me parlait beaucoup. J'étais là avec mon copain à l'époque. On pourra pas faire ça et tout. Et bon, on a essayé. Ça a été une cata. On n'avait pas les outils. Ça n'a pas marché. On a fait de l'essai-erreur, et je crois que c'est aussi l'un des messages que j'ai bien envie de donner, surtout sur ma chaîne, où parfois je peux donner l'impression que c'est facile, parce qu'aujourd'hui, pour Vincent et moi, c'est facile, mais parce qu'on a bossé, les gars. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du taf derrière, mais ça vaut le coup, parce qu'on se... En fait, ce qui est dur, c'est qu'il y a aucun schéma, il n'y a aucune représentation. On va en revenir toujours à cette question il n'y a aucune représentation de ce que c'est autre chose que le couple monogame et la jalousie, et puis il me trompe, c'est mal, et tout ça. Et du coup, moi, ça m'a mis un petit moment, j'ai l'impression de me mobiliser la parole, donc je vais m'arrêter là, mais j'ai mis un moment à utiliser le mot polyamour et à me reconnaître dedans et à tester des choses. Et je crois qu'il y a un truc que j'aime bien dans... je crois que le développement personnel m'a aussi pas mal aidée dans le fait de reprendre aussi mon indépendance émotionnelle. Moi, pendant longtemps, le couple, c'était vraiment de la codépendance. Et puis, j'ai l'impression que c'est ce qu'on Encourage. C'est ce qu'on encourage et c'est ce qu'on vend dans les comédies romantiques et ce genre de choses. C'est codépendance, espèce de bulle à deux hyper toxique où tu peux pas... hyper toxique de mon point de vue, où tu peux pas... en sortir. Et moi, quand j'ai découvert le développement personnel et la notion d'indépendance émotionnelle, de mes émotions m'appartiennent, etc., j'ai compris qu'en fait, pour moi maintenant, les relations, ça allait être juste, en fait, je suis responsable de mes émotions, mais c'est beaucoup. Vous avez vu qu'en plus, je suis super émotive, donc c'est beaucoup. Donc c'est vachement plus fun si on les porte à plusieurs. La famille, les amis, c'est ça. C'est genre, je suis responsable de mes émotions, certes, mais quand même, là, il nous arrive des merdes, c'est chiant. Faisons un peu d'empathie, portons-le à 2 ou 3 et aidons-nous. Et du coup, dans le couple, maintenant, je le vis vraiment comme ça. C'est une personne privilégiée. Quand je dis le couple, moi, j'utilise le mot couple pour toutes mes relations polies. Je me sens en couple et dans cette espèce de bulle parce que pour moi, le couple, dans ma façon de voir, je sais que le mot n'est pas employé de cette manière-là pour tout le monde, mais moi, quand je l'emploie, j'entends une bulle d'intimité avec une personne. Et du coup, pour moi, il y a cette notion de, OK, on a décidé de porter nos émotions à deux, même si chacune, on en est responsable. On le porte à deux, et moi, ça me plaît grave. Ce côté un peu, genre, j'ai le sac à dos de mes émotions sur les épaules, et je sais pas, genre, je te donne mon sac à dos, vas-y, porte-le à ma place. C'est plutôt, t'arrives derrière et tu
tu te le soulèves un peu, ça va là, t'as repris des forces, c'est bon ? Ok, je le relâche doucement, progressivement, c'est bon, non, toujours pas, attends, je le porte un peu, moi j'ai encore de l'énergie, vas-y. Et il y a vraiment ce côté un peu, cette image-là que moi j'aime beaucoup, et c'est là que je trouve ça intéressant, parce que c'est finalement, et ça revient à la notion de spectre que tu disais tout à l'heure, qui me parle énormément, c'est qu'en fait c'est un peu dur de dire quand est-ce que s'arrête la famille. Enfin, moi il y a des gens, j'ai pas une construction familiale, et j'ai pas de famille vraiment, mais je me sens comme un lien familial avec certaines de mes amies, et dans mes relations amoureuses aussi. Et où est-ce que ça s'arrête ? Tout ça, c'est sur un spectre, en fait. Où est-ce qu'il y a l'amitié ? Où est-ce qu'il y a l'amour ? Où est-ce que tu parlais d'amitié câline tout à l'heure ? Et en fait, quand on commence à déconstruire ça, on se rend compte qu'en fait, il y a autant de relations qu'il y a de combinaisons possibles entre deux personnes. Ça nous fait un sacré bordel. Je crois que j'avais envie de réagir parce que Esther parle ici de spectre et je vois depuis tout à l'heure qu'on brosse un tableau assez positif du polyamour et avec certaines critiques de la monogamie, de l'exclusivité, de la dépendance. Et je crois que j'ai envie d'ouvrir un petit peu ça parce que j'ai l'impression que l'endroit où on est d'accord, c'est pas tant que le polyamour c'est bien, l'exclusivité c'est moins bien, c'est que c'est plus en fait, j'ai l'impression que toutes et tous, on est davantage dans une recherche de relations saines, de relations en fait qui soient au service de soi comme de l'autre. Et je vois que c'est important pour moi de ne pas transmettre le message de « le polyamour, c'est mieux », parce que je sais que sur les chaînes, dans les vidéos, j'ai vu plein de personnes avoir des messages du type « Ah, mais en fait, moi, je ne suis pas à l'aise avec l'exclusivité, j'ai envie de pouvoir ouvrir, mais ma partenaire ne veut pas, comment je fais pour la convaincre de changer, etc. » Et en fait, je crois que j'ai envie d'ouvrir la case déjà que... il y a un certain nombre de relations monogames qui sont toxiques, malsaines, etc. Mais en fait, il y a un bon nombre de relations polyamoureuses, ouvertes, etc., qui sont toxiques, malsaines aussi. Et que globalement, le fond du message, c'est plus comment est-ce qu'on crée une relation où il y a de l'écoute, où on soit à l'écoute de ses besoins, à l'écoute des besoins de l'autre ou des autres dans des relations multiples. Et où on n'est pas à la recherche de changer l'autre pour le faire correspondre à ce qu'on recherche et pour qu'il remplisse notre besoin notre dépendance finalement. Et voilà, je sais pas ce que en tout cas, j'ai envie de poser ça. S'il y a des personnes qui ont envie de rajouter des éléments. J'ai envie de rajouter par rapport à ce que tu disais, tu sais, il y a des relations poly qui sont pas saines et tout ça, et il y a aussi des relations monogames qui sont saines. Et il y a aussi un truc important, c'est vrai que nous, si on est là, et je pense que si on gravite dans ces milieux-là aussi, sexpositif, tout ça, c'est qu'on a vraiment cette volonté de déconstruire. Mais en fait, c'est un choix aussi, et on choisit un peu nos combats et les endroits où on veut déconstruire les choses. Et il y a plein de personnes que ça n'intéresse pas d'ouvrir le couple. Tout ce qui peut intéresser, c'est de vivre une relation saine, monogame, et qui n'a peut-être pas envie de déconstruire le couple, et c'est légitime aussi. Mais ce qui est intéressant, je pense, dans ce genre de partage, c'est de voir que ça peut être intéressant de s'approprier les outils et tout ce qu'on est obligé de développer, finalement, quand on commence à s'intéresser au polyamour et à tout ça, parce que sinon, c'est juste dysfonctionnel. Oui. Caroline. Vas-y. Ok. Alors, oui, mais... Merci, oui, bien sûr, sur l'enjeu interrelationnel, oui. Après, j'aimerais quand même dire que en France, aujourd'hui 2021, les polyamoureux ne peuvent pas se marier. Les polyamoureux ne peuvent pas avoir... Désolée, c'est un truc qui m'émeut énormément, donc il est possible que je devienne émotionnelle. Mais les polyamoureux ne peuvent pas fonder des foyers à plusieurs, et c'est interdit par la loi. Je ne peux pas marquer 2 personnes sur personne à prévenir en cas d'urgence quand j'accouche ou quand je suis très malade. Et je trouve ça tellement dégueulasse, mais ça, c'est vraiment, je trouve ça horrible et odieux. Et quand même, il y a une prédominance institutionnelle de la monogamie qui a un impact sur nos vies, sur nos vécus, sur nos conditionnements. Et je ne veux pas... bien sûr qu'on peut avoir des relations monogames heureuses, et vraiment, j'en suis convaincue au plus profond de mon être. Mais c'est quand même plus compliqué de sortir de cette case-là, parce qu'en fait, institutionnellement, on est contraint à une certaine forme, et adultère comprise, parce qu'en fait, la monogamie la plus répandue, c'est la monogamie avec l'adultère en option.
La fameuse Donc, secrétaire. Voilà, donc, et les gens ne se réalisent pas tellement là-dedans non plus. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, voilà, en fait, Les femmes aussi, mais c'est pas le même. il y a quand même pour moi, il y a des choses à défendre aussi en termes de droit, très basiquement, en tant que polyamoureux et polyamoureuse. Et tout simplement pour pouvoir construire des réseaux d'interdépendance à la hauteur de nos besoins et qui correspondent à ce qu'on a envie de bâtir, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est tout. J'entends énormément la question politique là-dessus, qui est qu'en fait, on est encore dans une société où en fait, on impose un mode de relation amoureuse qui n'est pas censé concerner l'État. Et dans le mode de fonctionnement, en fait, je prends l'exemple de Paris, en fait, vivre tout seul à Paris, ça coûte hyper cher. Tu peux commencer à vivre à deux, c'est à peu près bien, mais en fait, le truc le plus fun, ce serait quand même de vivre avec tes différentes relations. Dans un appart plutôt grand, gérer sa famille, gérer les enfants. C'est beaucoup plus simple en pratique de vivre comme ça à plusieurs. Essaye d'aller louer un appart quand tu dis qu'on est un couple, par exemple, et tout, un polycule ou un couple, c'est mort. Quoi. Jamais, en fait. Jamais le propriétaire va dire non, mais en fait, non, on préfère une bonne famille, une vraie famille, une bonne famille, un vrai couple, quelque chose comme ça. Enfin, c'est des trucs immondes à entendre et qu'on continue d'entendre, quoi. Enfin, on est tous en train de mentir. C'est une question qu'on a tout le temps quand on parle de ces sujets-là. Mais avant, je voudrais que Caro dise ce qu'elle voulait dire. Si tu sais non, parce que vous êtes lancé sur un truc et je reviendrai après. Okay. Mais il y a une question, et toi, j'avais eu envie aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, mais la question qui, moi, revient tout le temps chaque fois que je parle de ces sujets-là, c'est OK, comment tu fais pour les enfants ? Si tu veux des enfants, comment tu fais ? Tu en as un peu parlé. Ouais. Genre, comment on pourrait vulgariser ça ou faire des propositions ou ouvrir un peu sur ce sujet-là de OK, si on souhaite avoir une famille et ces enfants, est-ce qu'ils vont être stables et qui sont les parents et est-ce qu'on vit tous ensemble et est-ce que sinon ils prennent le train enfin voilà. Gros sujet. Genre, du coup, vas-y. Vas-y, Bon, peut-être. Non, je suis la seule à avoir des enfants parmi nous. Ouais, je pense. Ouais. Tu voulais dire. Mais je sais pas si c'est plus. Enfin, parce que. Parce que du coup, on va partir sur autre chose, c'est ça ? Non, pas forcément. Mais Okay. c'est juste que ça m'évoque des trucs. En gros, moi, je voudrais partager des choses qui m'ont aidé à accéder maintenant à ce que je considère être des relations multiples cool. Parce que bon, j'imagine bien qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas forcément homo, bi, pan, mais même hétéro. Mais même dans ce cas-là, il y a des outils autres que le fait de ne plus relationner dans l'hétérosexualité. Et ces outils, c'est quoi ? C'est que, typiquement, tu parlais de comparaison avant. Moi, un truc qui m'avait aidé à justement changer la donne et montrer aussi aux autres à travers la communication, genre comment c'est plus facile que ce que ça a l'air. Parce que vu comme ça a l'air d'être une galère pas possible, quoi. T'aimes plusieurs personnes, et puis tes enfants, et puis machin. C'est qu'au final, le point commun entre tous ces gens, c'est que on aime les mêmes gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, moi, est-ce que je peux en vouloir... Enfin, je relationne avec une meuf, est-ce que je peux en vouloir qu'une autre ait un crush sur elle si moi... je comprends ton crush. Enfin, genre, oui, nous sommes d'accord. Enfin, c'est une personne incroyable. Génial. Nous avons un super point commun, c'est que les deux, nous crochons sur la même personne. Donc, puis parfois, on peut crocher entre nous. Enfin, bref. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse du fait qu'on peut voir plus les points communs que ce qui nous dissocie et ce qui nous met en compétition, entre guillemets. Et sinon, pour revenir à toutes ces thématiques politiques et tout, moi, ce qui m'a vraiment mindfuck il n'y a pas longtemps, c'est que je suis un cours de sociologie de la famille. Et en gros, le modèle de papa, maman, enfant, c'est la famille nucléaire traditionnelle et tout, c'est historiquement parlant et même culturellement, à l'échelle du globe, c'est une crotte de lapin parmi toutes les possibilités qui existent. Et ce qui est passionnant, c'est que... on se rend compte en faisant des enquêtes qualitatives, longitudinales, en regardant comment les gens conçoivent leur famille, que tout le monde a des critères super particuliers, genre, ou même certaines communautés de certains pays, peu importe, peuvent considérer, par exemple, je sais pas, tu as des tantes, parce que nous on considère des tantes et ta mère, et puis, eux ils vont dire maman 1, maman 2, maman 3, maman 4. Le cousin de premier degré, c'est pas exactement la même relation que le cousin du deuxième degré, qui n'aura pas non plus la même relation que le cousin du troisième degré. Du coup, il y a des noms particuliers, chose dans laquelle nous on mettrait juste cousin et tante. Et en fait,
le fait de voir qu'à travers des mots et ce qu'on attend des relations et puis de ce que la relation est censée apporter, en fait, on voit comment ça bouge. Ça permet aussi soi-même de se dire, oui, du coup, moi, c'est quoi que je considère être mon couple ? Mes amis, ma famille. Puis du coup, voilà, on revient dans ce truc de spectre, de se dire, c'est super dur de faire... Enfin, du coup, la seule différence qu'il y a entre ma sœur et ma meilleure amie, c'est quoi ? Et puis celle entre ma meilleure amie et la personne avec qui j'ai une relation amoureuse, c'est quoi ? Et puis tu commences à réfléchir à ces subtilités, puis à te rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses qui lient ces gens, plutôt que qui les différencient. Bref, voilà, je voulais juste caler ça. Ouais, trop bien. Mais en fait, sur le plan de la famille, moi, je vais vraiment distinguer... alors, il y a un vrai gap entre la théorie et la pratique, entre la projection et puis quand on a les mains dans le cambouis. Et puis, en termes de logistique, en termes de capacité, etc., il y a beaucoup de choses. En fait, il y a trois aspects. Il y a l'aspect théorique, il y a l'aspect pratique et il y a l'aspect institutionnel. Je vais commencer par l'aspect institutionnel. L'aspect institutionnel, il protège deux choses, le patrimoine et la filiation. Donc, alors, en termes de filiation, il y a une notion de responsabilité juridique et c'est déjà compliqué avec deux parents d'engager deux parents dans la responsabilité juridique qui implique une responsabilité pénale, financière, matérielle, etc. envers les enfants. T'as combien d'enfants ? J'ai 2 enfants. Okay. Donc ça, c'est déjà pas évident d'avoir deux personnes qui vont marcher sur la même route. Dans ce sens-là, et l'institution, le mariage, et puis qui ensuite a pu distinguer la protection de la filiation de la protection du couple parental, mais c'est quelque chose de déjà très complexe, et en règle générale, la loi, elle est là pour gérer le conflit, pour anticiper le conflit, la gestion du conflit, que ce soit dans le patrimoine ou dans la filiation, etc. Et donc, on a une loi qui va anticiper et gérer par anticipation le conflit entre deux personnes sur un sujet notamment de filiation, mais c'est déjà très compliqué à faire et déjà on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire payer les pensions alimentaires à ceux qui s'occupent qui n'ont pas l'hébergement de l'enfant. On a énormément de mal à peser la légitimité, la justice de la répartition, de la garde, de l'hébergement. C'est vraiment très très compliqué. Donc il y a déjà cette notion de complexité d'ajouter dans une anticipation du conflit, d'ajouter des acteurs dans la protection institutionnelle du parent et de la filiation. Deuxièmement, dans l'aspect théorique, oui, on s'aime. Et donc, ça fait un gros point commun et ça a été mon rêve pendant 15 ans de ma vie, avoir une espèce de grande maison où tous les gens que j'aime et tous les gens que j'aime aiment, etc. Mais complètement. Ah non, mais attends. Un ensemble de maisons qu'on construit ensemble. On était au taquet, on hésitait, parce qu'en même temps, on est quand même très parisien, assez sérieux et tout machin. On voulait acheter un hôtel, tu vois, un vieil hôtel, tu vois, et le réaffecter en machin, avec au milieu 2 étages pour tous les enfants et élever tout ça. Enfin bon, voilà, bon, bref. Et puis en fait, après ça, j'ai eu des enfants. Et t'as changé des couches, donc. C'est-à-dire que mes enfants n'ont pas du tout été élevés dans le même contexte, c'est-à-dire que j'avais 2 conjoints à l'époque de la naissance de ma fille. Alors ça m'a permis notamment de me rendre compte, par exemple, qu'en salle d'accouchement, il a fallu que chaque soignant qui m'a approché, quelle qu'en soit la raison, pendant les 48 heures qui ont précédé mon accouchement, je leur ai dit que je voulais que mes 2 conjoints soient dans la salle d'accouchement avec moi. Et vraiment, enfin, c'était... et finalement, j'ai eu une césarienne en urgence, donc aucun des 2 n'a pu y participer. Mais voilà, ils sont venus faire les échographies, etc., etc. C'était quelque chose de très important parce qu'on était dans cette forme de revendication, parce qu'il y avait toute une symbolique d'une égalité, en fait, de mes 2 partenaires dans la naissance de notre enfant. Voilà. Sauf que quand même, en pratique, il y en a un des 2 qui était le père de l'enfant et l'autre non.
Et ça fait une différence. Mais ça fait une différence qui ne prend de réalité qu'une fois que l'enfant est là. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est là, il y en a un des deux qui a la responsabilité matérielle d'offrir à cet enfant un logement, de la nourriture, une éducation, une sécurité matérielle, affective, etc. L'autre, non. Et donc l'autre prend la part de liberté qui lui convient, alors qu'une fois qu'on a un enfant, on est contraint par cette responsabilité. Donc toutes les personnes qui seraient en position de participer à l'éducation d'un enfant ne sont pas à un degré égal de responsabilité et de charge vis-à-vis de cet enfant, et de contrainte dans cette responsabilité. Et que moi, avec l'expérience et le recul, je trouve que ça reste quand même, jusqu'ici, le modèle le plus proche de ce qu'on vit dans la réalité pratique de l'éducation d'un enfant. La personne avec qui était là, qui était dans notre vie, qui est restée pendant 5 ans à l'époque de la naissance de ma fille, a pris une autre route, finalement n'était pas non plus à ce moment-là de sa vie, quoi. Cette personne n'était pas au moment où elle était prête à être parent. Elle avait envie, ça ne l'a pas empêché d'avoir créé un lien avec ma fille et tout ça, mais elle était dans une autre démarche. Et donc, du coup, elle a eu la liberté de sortir de ce schéma. Liberté que le père de ma fille et moi, on n'aura pas. Alors, heureusement, on avait réfléchi notre projet d'enfant suffisamment pour qu'on soit très heureux de cette responsabilité. Mais il y a une différence qui est fondamentale dans le fait d'avoir un enfant et le fait que la responsabilité juridique d'être parent d'un enfant repose sur 2 personnes. C'est pas idéal quand on est poli, vraiment pas. Mais c'est aussi le moins pire pour l'instant de ce qui pourrait arriver. Parce que si une personne qui a par ailleurs la liberté de faire... C'est quand même des questions qui sont extrêmement complexes en pratique. Mon deuxième enfant, mon fils, il est né alors qu'on était mariés. On s'est mariés, j'étais enceinte. Il n'a jamais vécu avec d'autres personnes que son père et sa mère, même si il nous a vus l'un et l'autre avec des amoureuses, parce que je n'ai pas eu d'autres amoureux, moi j'ai eu des amoureuses depuis la naissance de mon fils. Et que ça lui a permis de poser des questions, voilà, quand il m'a vu avec une amoureuse, etc. Et donc il m'a demandé, mais maman, mais alors c'est ton amoureuse, parce que vous vous faites des bisous sur la bouche, mais comment ça se passe, mais pourquoi, mais comment? Et donc du coup, moi, ça m'a permis de transmettre mon idée de l'amour. Et c'est déjà quelque chose de très très fort en termes d'éducation. On n'a pas besoin de vivre à 15 adultes avec 2 enfants pour qu'ils comprennent que l'amour, ça peut être un espace de liberté. Du coup, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Du coup, le truc qui me vient, c'est est-ce que toi, ce choix, il est celui qui a le plus de sens pour toi, ou est-ce que tu te dis, ok, en fait, en pratique, j'ai besoin de cette sorte de hiérarchie dans mes relations, de me dire, ok, c'est avec cette personne que je vais faire mes enfants et les élever, et c'est ça qui sera le plus pratique en termes de temps, d'énergie, de tout ça? Ou c'est ton modèle idéal? C'est à l'usage. Non, j'ai pas d'idéal. Mon modèle idéal, c'est que mes enfants vivent avec les personnes qui vont les protéger. Ouais. Après ça, moi, à la base, j'étais tout à fait désireuse d'ailleurs d'avoir... et le projet, c'était que mon deuxième enfant, je le fasse avec mon deuxième conjoint. Sauf que on n'était vraiment pas, enfin voilà, on n'était pas du tout raccord, et que vraiment la route qui s'ouvrait devant lui était absolument pas praticable dans un contexte familial. Moi, je pouvais pas à la fois être maman et l'accompagner dans ce truc-là. C'était incompatible, parce que être maman, c'est un investissement énorme. Être parent, c'est un investissement énorme, et pendant 2, 3, 5, 10 ans, on est hyper investi 24 heures sur 24 dans l'existence de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. C'est un travail, c'est un investissement phénoménal, et j'ai pas de modèle idéal. Le modèle idéal, c'est celui qui tient debout, hein. Lille? Ouais. Sur la question des enfants, parce que c'est vraiment une question présente dans ma vie là. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que j'étais émotionnelle tout à l'heure, c'est que en fait,
une des réalisations à laquelle je suis en train de parvenir là, c'est qu'il va certainement falloir que je divorce de mon mari pour me paxer avec la personne avec qui je veux faire un enfant. C'est un déchirement absolu pour moi. C'est pas quelque chose, en fait, je le fais par contrainte. J'ai essayé de me raconter que ça m'allait et que j'ai... Mais en fait, je pense que c'est pas un truc avec lequel je suis complètement OK. Et juste, en fait, il y a des chances que ça soit la meilleure solution pour l'enfant. Et c'est ce que je suis en train de bâtir. Et ce que je me dis, c'est que du coup, s'il y a un moment donné... en fait, voilà, il va falloir naviguer ça et je ne sais pas encore comment ça va être possible. Un des trucs sur lesquels moi, je me raccroche, entre guillemets, parce qu'il y a plein d'autres enjeux, c'est que comme je suis une personne trans qui est perçue comme une femme, c'est-à-dire que je vais devenir la mère de cet enfant, il y a quand même des énormes chances que ça devienne comme ça. Or, je ne me sentirai pas la mère de cet enfant et moi, je me sentirai parent. Donc ça va impliquer aussi des choses qui vont se passer dans mon rapport à mon genre, dans mon rapport à l'autre et dans ce qu'on va construire, parce que moi, je nous vois vraiment comme un couple gay, en fait. Et du coup, on va éduquer cet enfant aussi dans cette perspective. Donc il y a plein de choses à construire dans comment ça va se passer, tout ça. Et je pense que, tu vois, c'est pour ça aussi j'ai envie de faire un truc d'humilité, de l'ordre de, en fait, j'ai aucune idée de comment ça va se passer en pratique. Je sais ce que je veux mettre en place avant, mais une fois que, si l'enfant vient, parce que ça aussi, c'est que, ça c'est le bon point de ça, c'est que je ne peux pas mettre au monde n'importe comment un enfant dans ce contexte. Et que du coup, ça me demande une vraie responsabilité et c'est pas du tout une décision qu'on va prendre à la légère et qui demande du coup une discussion qui est pas de l'ordre de la discussion qu'auraient la plupart des couples monogames s'ils veulent enfanter, je pense. Et voilà. J'ai envie de dire un truc là qui me vient et qui me touche trop dans la conversation qu'on est en train d'avoir, c'est que déjà, j'ai une gratitude infinie pour la qualité de la conversation qu'on est en train d'avoir par rapport à tout ce que j'ai pu moi-même partager sur les relations multiples et sur ce que j'ai pu regarder et voir sur les réseaux sur les relations multiples. Et ce que j'aime énormément dans la discussion qu'on est en train d'avoir maintenant, c'est qu'on est en train de déconstruire un truc que j'ai tellement entendu de quand on est poli, c'est qu'on veut pas s'engager, c'est qu'on n'est pas responsable vis-à-vis des enfants, c'est n'importe quoi. Et en fait, là, on est en train de montrer dans cette discussion comment, en fait, non, c'est un état d'être et une envie de déconstruire des choses, mais qu'il y a enfin là, on parle de personnes responsables qui sont en train de chercher le meilleur modèle pour être juste par rapport à ses convictions, à sa politique, à ce qui est ses ressentis. Et en fait, c'est complexe parce qu'on vit dans un monde qui est tellement avec un schéma qui est tout tracé, que tout est fait pour ce modèle, qu'en fait, c'est se battre en fait pour réussir à exister dans ce contexte-là. Et je trouve ça énorme en fait qu'il y ait cette conversation et qu'il y ait cet espace pour en parler. Et ouais, vas-y. Mais même au contraire, je trouve, enfin, je dirais, tu dis que les gens ils ont tendance à penser qu'on est désengagé ou qu'on a plus peur des sentiments, des trucs comme ça. Mais je trouve que c'est carrément l'inverse. Genre vraiment parce que du coup, comme tu sors de la norme et que tu es probablement avec des gens qui doivent comme toi faire un apprentissage, je trouve que tu dois mettre carrément plus d'attention et plus d'énergie à t'assurer que les choses roulent, que c'est OK, que les choses ont bien été dites, qu'on prend bien le temps de discuter. Chose que, typiquement, moi, dans mes anciennes relations, c'était un acquis total. C'était genre, tu te démerdes avec tes problèmes. Enfin, moi, je vois pas pourquoi tu trouves qu'il y a un souci. Mon souci, c'est toi. Entre guillemets, tu vois. Enfin, super violent, mais vraiment, j'entends des trucs comme ça. Et puis, il y a cette dynamique dans les couples monogames hétéros, surtout, où il y a plein de trucs en sous-texte qui se disent jamais. Enfin, tu parlais tout à l'heure alors, je ne présume pas des problèmes que vous avez avec Sophie, hein, mais tu parlais de la cohabitation. Souvent, dans un couple hétéro, la cohabitation, ça s'accompagne aussi de charge mentale, de charge émotionnelle, de plein de trucs. Donc, c'est des trucs dont on parle jamais. Mais voilà, c'est comme ça. C'est normal que tu sois saoulée, que ton mec n'en fasse rien. C'est comme ça, le couple, c'est voilà, c'est normal que, je sais pas, ton mec il soit pas là 5 soirs sur 7 et puis que tu te tapes tout le ménage et puis tu t'as rien à dire. Et puis, tu vois, du coup, c'est des problèmes dont les gens ne parlent même plus parce que c'est un peu genre, oui, bah voilà, c'est comme ça, quoi. Et au contraire, quand tu entretiens des relations libres, hétéro ou pas d'ailleurs, il y a toujours ce truc de remettre le curseur à zéro, de dire, bon, allez, on va repartir de dis-moi tout, tu vois, et on remet tout en question et je trouve que du coup, ça te permet non seulement d'avoir une honnêteté envers autrui, mais envers soi aussi, parce que ça te pousse à te poser des vraies questions. Tu vois, dans ma relation monogame, ma toute première d'ailleurs, j'avais 16 ans, je sentais de la jalousie, de la frustration, de la peur, ce genre de trucs. Impossible de savoir
si c'était légitime, c'est juste normal de le sentir et puis je devais souffrir avec et puis l'amour c'est comme ça et ça fait mal et puis si t'en chies pas, si tu pleures pas à cause de ça, c'est que tu l'aimes pas. Et puis après de commencer à se confronter vraiment, à se dire bon, je sens de la jalousie, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est quoi mes insécurités, c'est quoi qui me trigger, pourquoi cette personne m'insupporte et pas l'autre et tout. C'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle envers soi-même. Donc c'est un engagement en plus envers autrui, mais aussi envers soi, ce qui va complètement à l'encontre du schéma biaisé qu'on a du polyamoureux qui serait un don Juan qui s'en fout de tout le monde et de n'importe qui, alors que non, quoi. Moi, ça me donne envie de rebondir sur la jalousie, ensuite sur l'éducation des enfants. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la jalousie, comme on a parlé de compersion tout à l'heure. La jalousie, c'est un peu le sentiment opposé à la compersion. En fait, c'est deux sentiments qui sont complémentaires, enfin, pas complémentaires, mais qui peuvent coexister, tout simplement. Et moi, ça me semble super important de dire qu'on a beaucoup parlé de la jalousie comme un truc immonde. C'était normal de la ressentir, c'est normal que tu la fasses peser sur tes partenaires et tout ça. Non, en fait, c'est un sentiment qui existe. Tout comme quand tu es en colère, c'est pas OK de balancer ta colère sur les gens. Tu es censé creuser en toi pourquoi tu vis cette jalousie. La jalousie, c'est un sentiment composite, en fait. Ça vient de plusieurs choses, que ce soit une peur de l'abandon, une peur de te sentir d'être dévalorisé, de te sentir moins important que l'autre. Et c'est OK de le ressentir. C'est pas OK de la faire peser sur l'autre comme si c'était sa responsabilité. L'idée, c'est pas de dire à l'autre non mais t'as fait ça me rend jalouse, je veux plus que tu fasses ça. C'est plutôt t'as fait ça m'a rendu jalouse parce qu'en fait ça m'a rendu jaloux parce que je me suis senti dépriorisé par rapport à telle personne. Comment on peut faire pour que pour qu'on le vive différemment la prochaine fois. Et ça, c'est pas que dans les relations plurielles, dans les relations. D'ailleurs, en priorité dans la relation monogame exclusive, j'ai vraiment envie de dire qu'il faut apprendre à gérer ce type d'émotions. Et dans la communication, comme le disait Jules tout à l'heure, quelle que soit ta relation, en fait, amoureuse, amicale, familiale, polymono, c'est toujours un truc qu'on construit à deux, en fait. Et le modèle, enfin, la relation qui se crée, c'est par rapport aux discussions que vous avez fait un deux, et pas simplement un modèle que tu plaques comme ça, parce que forcément, il y a très peu de chances que ça marche, quoi. Et sur cet apprentissage, en fait, moi, je trouve qu'il y a une richesse qui est énorme sur je vais parler de tribus, parce que c'est un mot qui est un peu facile pour que tout le monde comprenne, mais en fait... moi, je sais que ma mère a été éduquée comme ça, et je l'ai un peu ressenti, moi, d'une façon différente. Il y a les enfants, quand ils sont là, c'est les enfants de toute la rue ou de tout le quartier, quoi. Si t'as fait une connerie, sache que tu vas être puni par le parent qui t'a vu, mais en fait par tous les parents qui sont sur le chemin jusqu'à chez toi pour ensuite te faire tuer, pour te faire défoncer par tes parents derrière, quoi. Parce qu'ils ont tous la responsabilité que tu fasses les choses correctement. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'idée d'éduquer des enfants à plusieurs, c'est qu'il va y avoir on est différents, on peut être en lien les uns avec les autres, et il y a cette richesse d'apprentissage. Les enfants absorbent tout. Les enfants s'enrichissent d'absolument tout. Il faut leur ouvrir leur monde, dire ok, moi ma vision elle est comme ça, mais sache qu'il y a d'autres visions qui existent et le monde il est comme ça. Il faut leur apporter ce truc-là. Et le fait qu'ils vivent avec différents adultes qui ont la responsabilité sur eux, qui sont capables de leur dire en fait là t'as pas bien fait les choses, ça leur apprend aussi une ouverture qui va les aider dans leurs interactions avec les autres quand ils vont être adultes plus tard. Et moi, je trouve que c'est une des plus grandes richesses de l'éducation en tribu. Ouais. D'une certaine manière. Ça les protège aussi d'une certaine manière, que les enfants ne soient pas que enfermés dans la sphère de deux parents ou d'un seul parent, parce que ça donne une sorte d'autorité suprême à un parent. Ça ne remet pas en question le statut d'un adulte. Il peut se tromper, il peut me vouloir du mal, il peut ne pas être... vraiment très bon pour moi. Puis du coup, c'était pas confronté à cette multiplicité de profils, même pas que des adultes, mais juste plusieurs personnes, adultes ou non, qui te permettent de concevoir les normes, les choses. C'est sûr qu'après, c'est difficile de se défendre en tant qu'enfant si un jour il t'arrive un truc et puis que la seule protection à laquelle tu as accès, c'est aussi la personne qui est ton bourreau, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi une manière toujours pour revenir à ce truc de sociologie de la famille, les gens font pas ça parce qu'ils sont cons. Il y a vraiment une logique derrière le fait de dire on va élever nos enfants ensemble, ta mère c'est toutes tes tantes et toutes tes cousines. Et tu vois, genre il y a vraiment ce truc
de laisser plusieurs canaux arriver, en fait. Voilà, je voulais juste caler ça parce que c'est quand même... Tu voulais réagir Ouais, parce qu'en fait, ça peut s'installer n'importe où. Le mot de Jules tout à l'heure, c'était diversité. Et ça me parle beaucoup. Et c'est quelque chose, alors avec mes enfants, c'est quelque chose que j'essaie de faire parce que justement, ils vivent dans un foyer un peu particulier où la distribution des rôles de genre n'est pas forcément très conforme à ce à quoi on peut s'attendre. En plus, on a des sexualités un peu comme ça, et puis en plus, on a des relations un peu comme ça, et puis en plus, papa est blanc, maman ne l'est pas, enfin bon, bref. Et donc, du coup, et puis par ailleurs, parce qu'on est dans un quartier très populaire, avec nous, un niveau socio-économique un peu plus élevé, et donc, du coup, par exemple, la nounou de mon fils, c'est une maman de 9 enfants, qui vit dans un logement social, etc., qui a une petite fille trisomique, enfin voilà, donc du coup, et j'essaie de faire en sorte que mes enfants soient au contact, d'abord à l'école publique, et au contact de la plus grande diversité possible de milieux, d'origines, de langues, de traditions, etc., etc. Mais, alors du coup, ça veut dire qu'effectivement, tous les gens qu'on rencontre, tous les gens qui sont dans notre vie ont une forme d'intervention dans l'éducation de nos enfants. Et donc là, il y a clairement le côté village, mais les gens qu'on a choisis, alors, il y a les gens de notre famille qui sont dans une transmission d'héritage, c'est-à-dire que les gens de ma famille ou de la famille de leur père, ça permet de savoir d'où nous on vient. Donc c'est important pour les enfants de situer aussi leurs parents, alors qu'ils n'ont pas forcément ce besoin-là avec toutes les personnes qu'ils rencontrent. Et puis les gens que nous on a choisi, notre famille de cœur, la famille dont tu parlais tout à l'heure, et qui sont les gens avec qui on partage des valeurs, avec qui on est, voilà, les gens qu'on appelle quand on est dans la merde, que maman a fait une crise cardiaque et qu'il faut pitcher les enfants quelque part. Donc voilà. Ça, c'est des gens avec qui à qui on va pouvoir confier une forme de transmission très forte. Voilà, mon meilleur ami, c'est un artiste gay qui est très impliqué, qui est très militant, qui est très voilà, qui est à Martin Dust pour ne pas le citer, coucou, qui est quelqu'un de très important pour moi dans l'éducation de mes enfants parce que c'est la fée des bêtises. C'est quelqu'un qui va leur apprendre. Nous, c'est très difficile quand on est soi-même un petit peu subversif dans sa façon de vivre dans la société, d'à la fois incarner la loi et d'enseigner l'indépendance et l'autonomie et la révolte etc. Et donc du coup ça c'est quelque chose, c'est très difficile pour ainsi dire, et je pense même pas que ce soit forcément sain de l'incarner en même temps aux yeux de ses enfants. Il y a un enjeu très très fort, je pense, dans le fait d'avoir des enfants et dans l'éducation qu'on leur donne, pour qu'ils se sentent heureux, quoi. Parce que moi j'ai l'impression que la culture dominante, elle éduque au malheur, quoi. Il y a une injonction à la souffrance, à tellement de choses qui pourraient nous être épargnées que, voilà, moi, en tant que femme, en tant que féministe, en tant que femme libre, j'ai voulu avoir des enfants parce que je me suis dit que s'il y avait que les gens qui se sentent bien dans le monde dans lequel on est, franchement, il faut se lever de bonne heure quand même, qui font des enfants, on n'a pas le cul sorti des ronces, excusez-moi, mais c'est pas demain que ça va s'arranger, quoi. Donc voilà, au contraire, plus on a une vision ouverte, éclairée, lumineuse de ce que peut être la vie, plus l'instinct de vie et le désir d'enfant, c'est quelque chose de positif et qui va faire progresser le monde, quoi. Voilà, je l'ai dit. Merci. Sur ces bonnes paroles, je propose qu'on wrap up, comme on dit, je sais pas comment on dirait en français d'ailleurs, qu'on clôture tranquillement et qu'on remballe. Je veux bien, en popcorn, en fonction de vos envies, si vous le souhaitez, sans obligation de le faire, que vous disiez ce que vous auriez envie que les personnes retiennent de tout ce qui a été dit, le truc qui vous tient à cœur dans tout ce qui a été dit, que vraiment vous êtes content que ça soit sorti, que vous aimeriez qu'ils repartent avec. Je garde le moment où Jules a parlé de la compersion et que moi je vois comme l'ouverture du cœur, en fait. C'est ce moment où on accepte d'être vulnérable et d'exister avec tout ce qu'on est avec l'autre
Et il y a ce truc de je suis avec toi n'importe quand. C'est cette vulnérabilité-là, cette ouverture-là du cœur qui, moi, me touche beaucoup. Ouais, je pense que pour moi, s'il y a un truc super important, c'est vraiment que les gens apprennent à questionner leur mode de relation et créer eux-mêmes leur système de relation, que ce soit amoureuse ou toutes les autres. Aller chercher en soi quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'on veut faire, et ensuite aller dans l'ouverture et discuter avec la personne avec qui on crée la relation. Créer plusieurs relations uniques. Je ne parle pas que des relations amoureuses à nouveau, des relations amicales aussi, c'est super important parce qu'il y a des attentes. Créez vos propres modèles de relations par l'échange et la sincérité avec soi. Moi, j'aimerais dire... c'est par rapport... j'aimerais dire aux gens qui regardent et qui peut-être se sentent comme ce que moi j'ai pu me sentir il y a quelques années où j'avais l'impression que j'étais condamnée à vivre des relations d'une certaine manière et à me vivre à travers ces relations comme ça, que on n'a pas forcément toujours accepté le statu quo. Et que peut-être c'est plus facile pour moi de le dire parce que je suis jeune, j'ai 24 ans, mais je suis sûre que des personnes qui ont le double de mon âge, voire le triple, pourraient aussi s'inspirer du fait que c'est pas parce que toute ta vie tu as vécu un certain type de relation, avec une certaine dynamique de genre, une certaine orientation sexuelle ou quoi, que ça veut dire que ça doit définir tout le reste. Je trouve que ce qui est beau dans notre conversation, c'est de montrer que les portes s'ouvrent à n'importe quel moment et on choisit celle qu'on veut ouvrir. Et que c'est pas obligé de se faire d'une façon tragique ou douloureuse ou justement dans le mépris de son passé ou quoi que ce soit, mais juste qu'on peut se donner le droit de se penser différemment. Juste ouvrir la porte, allumer la petite ampoule qui dirait « et si, au final, ce qui me plairait, ce serait de faire autrement ?» Et ça peut demander beaucoup de temps, ça peut être très long et laborieux, mais je pense que ça vaut vraiment la peine si on sent justement un inconfort comme on est beaucoup à le ressentir quand on n'a pas forcément pris le temps de réfléchir à nos relations. Je crois que le truc sur lequel c'est le plus important, pour moi, d'insister, parce que j'ai profondément la croyance que la recherche de la plupart des gens qui vont regarder, c'est pas forcément de se dire est-ce que je dois vivre ma relation de telle manière ou de telle manière, mais comment est-ce que je vis des relations qui me nourrissent, qui m'inspirent, qui soient aussi au service de mon ou mes partenaires. Et moi, il y a vraiment cette idée, il y a deux idées qui me semblent indispensables. La première, c'est que, oui, il existe une normalité, mais qu'on soit dans la normalité ou en dehors, construire des relations saines, consenties, enthousiastes pour tous les parties, ça demande du dialogue, d'aller creuser, d'aller identifier pour chaque personne, dans la relation. Quelle est la recherche? Quels sont les besoins? Qu'est-ce que la personne cherche à nourrir? Et la deuxième idée, qui a été un petit peu un shift pour moi, on en a un peu parlé, mais plus en transversal, cette idée qu'à travers la culture dans laquelle on est, notamment la culture hétéronormée, il y a une grosse injonction à travers, je sais pas, les films romantiques, les trucs comme ça, à croire que le but des relations, c'est de trouver une personne qui va remplir tous nos besoins et qui soit la personne parfaite, et avec une injonction, du coup, quand on rencontre quelqu'un avec qui ça matche sur certains plans, à se demander comment est-ce que je contrôle la personne pour qu'elle finisse par matcher sur tous les plans. Et pour moi, le but d'une relation, c'est pas cet idéal de trouver la personne qui n'ait que des qualités pour nous, qui soit parfaite partout. C'est de se demander comment est-ce que je trouve une relation, une personne avec qui on peut grandir ensemble, avec qui on peut dialoguer, avec qui on peut s'apporter, répondre à certains de nos besoins. Mais je ne crois pas au mythe de une personne qui viendrait remplir tous nos besoins. Et je dis pas que du coup il faut être polyamoureux, mais il y a plein de besoins qu'on peut nourrir avec des amis, de la famille, d'autres choses, etc. Toi, Meta, il y a un truc qui t'importe, que tu aimerais que les gens retiennent? Ouais. On vit effectivement dans un monde très très normatif. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de normalité, mais il y a beaucoup de normes. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que être différent, pas correspondre aux normes, c'est pas grave.
tout va bien. Alors oui, bien sûr, il y a des gens qui vont rire de nous, il y a des gens qui vont nous désapprouver, qui vont dire ouh, je veux dire, ils nous tendent leurs doigts, quoi. Ça va, quoi. C'est pas grave, si ça leur plaît pas, c'est pareil. Et puis on n'a juste pas à les fréquenter. Et que le regard de l'autre sur soi, certes, c'est quelque chose qui est très important dans la construction de chacun d'entre nous, etc. Mais ça reste une donnée parmi tant d'autres et que finalement, la vie qu'on va mener, la vie qu'on mérite, c'est celle qu'on souhaite, quoi. C'est celle qui correspond à qui on est et que c'est ça qui est important, quoi. C'est pas les autres qui vivent dans nos culottes, quoi. Donc à un moment donné, enfin, sauf s'ils sont invités, mais à un moment donné, il faut apprendre à se libérer de ça. Je pense que ça a été ma grande chance dans la vie, c'est de vite comprendre que de toute façon, vu les paramètres de base, il n'y avait pas grand monde, pas grand chose, pas grande chance non plus pour que je plaise à grand monde. Donc tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout de ma connerie et être qui j'étais sans me poser de questions et sans attendre de validation de l'extérieur. Et surtout quand on se rend compte que finalement la validation, elle vient, on rencontre toujours des gens qui pensent comme nous, qui sont sur la même longueur d'onde, etc. Et pour les rencontrer, il faut être soi. Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre des barrières qui sont complètement imaginaires. Et juste, faites le pas en avant, quoi. Faites le pas en avant. Je veux bien faire un micro-ajout à ce que je disais, enfin un truc qui me touche vraiment. Je disais que pour moi, le but des relations, enfin, c'est pas de contrôler et de modeler l'autre, mais je vois aussi beaucoup de personnes qui viennent poser des questions sur le polyamour, typiquement quand elles ont une ou un partenaire qui veut qu'il ou elle change. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que si jamais votre partenaire, quelqu'un d'autre veut que la relation change, qu'elle évolue, etc., et que vous sentez que ce n'est pas juste pour vous, en fait, vous êtes légitime à sentir que ce n'est pas juste et il n'y a pas besoin de changer la relation ou de vous changer. C'est possible que certaines relations ne fonctionnent pas, soient vouées à ne pas fonctionner, mais vous êtes toujours légitime à sentir ce qui est juste ou pas juste pour vous. Et à aucun moment, c'est nécessaire de venir se sacrifier ou changer des choses vers une direction qui n'est pas juste pour vous, pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre. Et je vais finir là-dessus aussi, parce que je crois que le truc que j'ai le plus envie de transmettre en fait, à travers la vidéo qu'on vient de tourner, là, c'est vraiment cette notion de... Là, on vous a peut-être balancé plein de choses qui sont nouvelles, ou des choses que vous avez déjà entendues d'autres manières, et je crois que la chose que j'ai envie de dire, c'est que vous êtes légitime à aller picorer, choper des informations, et aller vraiment vous prendre ce qui est juste pour vous et laisser ce qui ne l'est pas. Et j'ai envie de... J'imagine que si vous êtes encore là en train de regarder la vidéo, de toute façon, et en train d'écouter cette conclusion qu'on est en train de faire, c'est le cas, mais vraiment d'aller avec curiosité et petit pas par petit pas sur les choses qui vous touchent, celles qui vous touchent moins. Et il y a certainement des choses qu'on a dites qui ne vous parlent pas du tout, des choses qu'on a dites qui activent des choses en vous qui sont fortes, et de vous faire confiance et d'aller dans cette direction-là. Et moi, je suis vraiment heureuse que là, j'ai vraiment l'impression qu'on a ouvert des portes. Et je vais finir là-dessus de vous remercier, mais je suis impressionnée de la qualité de la discussion qu'on a eue. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis pris un peu une claque, donc je le ressens vraiment fort. Je suis contente d'avoir une pause après. J'ai besoin d'une pause avant d'enchaîner. Mais merci beaucoup. Et énormément de gratitude pour le moment qu'on a pu créer ici et cet espace. Et merci beaucoup. À toi. Et à toutes. Merci. Tous vos liens, tout ce que vous avez envie de partager, les bouquins écrits, ça m'intéresse aussi de les mettre en barre d'infos. Vous pourrez aller voir un peu ce que fait tout le monde. Will fait des événements. Toi, tu as écrit des livres sur le sujet. Toi, tu as une chaîne YouTube. Toi, tu accompagnes des gens. Toi aussi. Moi, j'ai créé un jeu sur le polyamour. Voilà, il y a plein de choses. Yes. Il y a tous les gens qui sont là font des choses extraordinaires. Ils ne sont pas là pour rien. Donc, allez regarder la barre d'infos et puis on fera des inserts. Et voilà, merci beaucoup. À toi. Merci. À toi. Merci. Paillettes sur nous. Full paillettes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas.
Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se sentir bien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.